Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast tout le monde, juste vous dire que je suis présentement en rodage, je suis en train de tester du nouveau matériel, de tester des blagues pour un éventuellement troisième show. Fait que si vous voulez me voir en spectacle, si vous voulez voir mon humour, c'est le temps. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander c'est quand vous allez pouvoir me voir en spectacle. Ben, c'est là que ça commence. Fait que si tu veux voir comment que je construis un spectacle, ça va être quoi la différence entre les blagues que j'essaye, puis vous êtes assez indulgent, ben venez me voir en spectacle. Je vais être en représentation dans environ 5 villes, si je me souviens bien, à Montréal, Québec, Lévis, Longueuil et Terrebonne. Les billets sont au jeralain.com, Jer de R et Alain de L. On se promène pas ben tout partout parce qu'on veut juste essayer ces places-là pour l'instant. On est plus dans un objectif de roder, de tester. On se promènera pas ben, mais c'est une affaire qui est sûre, c'est que une fois que le spectacle va être écrit puis il va être parfait, ben je vais me promener tout partout avec. Je vais aller dans toutes vos villes. On va aller se défoncer la gueule et on va rire ensemble, avoir du fun, passer un bon moment. Fait que c'est ça, si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com. Et cette semaine, qui qu'on reçoit, je vous fais une petite surprise tout le monde. J'ai pas sorti d'extrait pour ce podcast-là parce que il a fallu que je rattrape tout le retard que j'avais depuis les fêtes, en plus du congé à ma blonde que j'ai voulu passer du temps avec. Fait que bref, vous avez un podcast d'avance, pas eu besoin ben d'attendre. C'est celui avec Daniel Paquette, qui est un policier à la retraite, qui a fait 30 ans de service au service de police de Montréal. Fait qu'il est venu nous parler aussi de ça. Et il a aussi eu une carrière en parallèle, puis qui a vraiment une référence comme inventeur. Je sais, on entend ça rarement, mais lui, c'est ça, Daniel Paquette, c'est aussi un inventeur. C'est quelqu'un qui a fait pas une fondation, mais il a fondé Inventarium. Fait que c'est pour aider, dans le fond, les inventeurs à faire breveter leur invention. Puis c'est aussi lui qui a mené une enquête pour faire en sorte que un fraudeur qui avait fraudé plus de 1300 victimes se fasse condamner pour fraude. Et bref, il est venu nous parler de ça. Ça a vraiment été un nice podcast. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était vraiment le fun. Puis c'est cool parce que c'est ça continue d'aller dans des invités qui sont vraiment variés, qu'on n'entend pas à tous les jours. Fait que bref, un gros merci à Daniel Paquette. C'est super apprécié. Il a plugué son site internet, fait que si vous voulez acheter son livre, allez sur son site internet. Je vais aussi le mettre dans le lien dans la description YouTube. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, encore une fois, si vous voulez m'encourager, si vous voulez que je continue ce podcast-là, bien important, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est 3-4 piastres, c'est pas grand-chose pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Puis aussi, ça vous permet d'avoir des affaires en exclusif, hein, tu sais, comme je viens de mettre mon spectacle que j'ai enregistré, la captation de mon spectacle au Club Soda que j'avais enregistré en 2019. Il est exclusif à mes membres Patreon, fait que vous allez pouvoir l'écouter si vous êtes membre. Et pour ça, j'aimerais ça dire aussi un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, Alex Lavoie, Monsieur Camaron, Méo pis son gros pieu Bistec, Steve Baudouin alias Mofo. Un gros merci à mon team WhatsApp. Un gros merci à tout le monde qui me suit, qui m'encourage. Si vous voulez m'encourager, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, laissez un petit thumbs up, laissez un commentaire. Écrivez inventeur dans les commentaires si vous l'avez écouté jusqu'au complet et vous avez beaucoup aimé ça. Et sinon, je vous encourage à aller vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook, Jer Alain. Fait que sur ce, passez une excellente semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Et ciao!
Yes, sir. Bon, ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis très content de recevoir un policier à la retraite qui a été 30 ans au service de police de Montréal. Il est aussi un inventeur, déteneur de plusieurs brevets. Il est président, il a été président de Inventarium. Et aussi, tu as mené une enquête pour justement amener le fraudeur Christian Varin derrière les barreaux. Un gros plaisir de recevoir Daniel Paquette, ça va bien? Ah, ça va très, très bien. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Ouais, je me suis pas trompé. Tout ce que j'ai dit, c'était correct. Ouais, c'était parfait. On peut juste élaborer. Je l'ai répété souvent avant que tu t'en viennes pour faire ça, d'au moins bien avoir ma première phrase. Ah, c'est ça. Cool, ben merci beaucoup d'être là. Tu sais, il y a tellement plein de questions qui arrivent avec le domaine de l'invention puis de comment tu t'es ramassé là. Mais si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on commence par le début du début. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené à amener dans la police? Parce que t'es rentré, t'es devenu policier en 71, si je me trompe pas. En 71, oui. Le 10 mai 71. Ouais. Fait que c'est quoi qui t'a amené à devenir policier? Ah, j'ai toujours rêvé d'être policier. Pour moi, je me voyais pas faire autre chose. Puis les petits emplois que j'ai eus avant, quand je dis petits emplois, quand même travaillé dans une banque, des affaires comme ça, là, mais c'était vraiment là pour passer le temps. Pour moi, mon but unique était de rentrer comme policier. Moi, quand j'étais tout petit, je me rappelle, j'avais peut-être 7, 8, 10 ans. J'avais le malheur d'avoir passé un auto de police, puis que je le suivais des yeux, puis qu'il arrêtait quelque part, pas tellement loin. J'allais me placer pas loin, puis je les regardais rentrer dans la maison, puis je pouvais rester là un bout, puis quand ils ressortaient, j'aurais donné n'importe quoi pour aller les voir, puis dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. C'était comme... ça t'intriguait beaucoup. Ouais, c'est ça, puis je me voyais pas faire autre chose. Fait que pour moi, c'était réaliser un rêve en 10 mai 71, quand j'ai été accepté. J'étais à Saint-Léonard, j'étais à Montréal, j'étais accepté aux deux places. Finalement, je suis allé à Saint-Léonard. Et j'ai jamais regretté. C'est les plus belles années de ma vie, là. Puis c'est là parce que toi, t'es embarqué dans la police dans les années que ça brassait pas mal, là, tu sais. Parce que quand tu penses à ça, c'était le clan de l'Ouest, tu sais, avec les frères Dubois. Les frères Dubois. Il y avait la mafia montréalaise. Oui, ça brassait pas mal. Un petit peu avant de rentrer dans la police, je m'étais acheté une radio où on pognait les ondes, là, les policiers, tu sais. Puis quand j'entendais la radio, souvent Claude Poirier, là, il vient de se passer une évasion à la prison de Saint-Vincent-de-Paul, par exemple. Ben là, je me pitchais sur mon radio, puis là, j'écoutais les ondes, puis là, j'écoutais ça. Tu sais, j'aimais bien ça. Tu sais, effectivement. Puis ça, dans ce temps-là, il y avait Richard Blas, il y avait la gang, il y avait Mesrine. Tu sais, c'était pas mal dans ces années-là. Mesrine, moi, j'ai écouté le film. Moi, dans ma tête, c'est que d'une fiction, mais ça existait, tout ça. Ah oui, tu sais. Je suis justement, actuellement, je suis en train d'écouter la guerre des hold-up, ils appellent ça de même, là, la guerre des hold-up au Canal Vrai, là. Okay. Et puis, je suis en train d'écouter la série, l'épisode, puis c'est vraiment, là, ça brasse, là. Tu vois ils appellent ça la guerre des hold-up, parce que ça a duré pendant une certaine période, là, où, là, c'était les gros hold-up, les gars sautaient les comptoirs avec les carabines mitraillettes, puis les cagoules sur la tête. Monica Lamitraille ou... Monica Lamitraille aussi, dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, les policiers, c'était comme une guerre, là, puis c'était le premier qui va tomber. Fait que ça tombait comme des mouches sur un bord comme sur l'autre aussi. Les policiers qui ont été abattus là-dedans. En 62, il y a des gens qui vont se souvenir de ça, peut-être les jeunes, peut-être pas, mais il y en a un qui s'était déguisé en Père Noël, Georges Marcotte, à Ville-Saint-Laurent, qui avait tiré 2 policiers qui venaient d'arriver ces lieux. Puis eux autres, quand ils ont vu le Père Noël, ils ne peuvent pas imaginer qu'un Père Noël vienne faire un vol à main-armée. Et puis, les a tirés les deux. Tu sais, ça brassait très fort dans ce temps-là. Ouais, c'était la guerre vraiment entre les policiers, les enquêteurs des enquêtes criminelles, puis l'escouade des vols à main armée. Ça bougeait fort. Fait que toi, tu es rentré dans ces années-là? Moi, je suis rentré en 71, un petit peu il y en avait encore. C'était encore dans les années où on voyait sauter les gars par-dessus les comptoirs, ces affaires-là, des hold-up dans les banques, parce qu'il y avait encore l'argent dans les caisses.
C'était facile pour eux autres. Là. Sautaient à l'autre bord, ils ouvraient la caisse, prenaient l'argent, puis ils se poussaient, tu sais. Donc, c'était facile pour eux autres. Mais après, ça a commencé à se terminer là, quand ils ont commencé à enlever l'argent des caisses, mettre l'argent en arrière, ou du moins, le plus gros de l'argent est en arrière, dans une caisse centrale où c'était difficile de rentrer là-dedans. Là, tu fais quasiment prendre quelqu'un en otage pour dire au gars, tu nous donnes l'argent, puis tout ça. Là, c'était plus compliqué pour eux autres. Mais ça a brassé pas mal fort. Puis moi, dans mon temps, j'ai été chanceux. Il y en a eu des bons, mais j'ai jamais été impliqué d'une fusillade. J'ai jamais eu à tirer sur quelqu'un. C'est ça. J'ai jamais eu à tirer sur quelqu'un. Mais une fois, par exemple, j'ai failli m'en faire mettre une dans le coco. Là. L'appel qu'on avait eu, c'était un suicide. Pas un suicide. Ouais, c'est ça, c'était un appel pour un suicide. Mais c'était un gars de Toronto qui a appelé. Puis il dit, mon père m'a appelé. Puis mon père m'a dit qu'il pouvait plus, il en pouvait plus. Puis il avait perdu sa compagnie. Il vendait du café dans le temps. Puis il dit, j'ai entendu un bang. Puis il dit, là, j'entends plus rien. Fait que là, pour nous autres, c'était comme, il s'est suicidé, il s'est tiré. Fait que quand on est arrivé sur les lieux, je commençais à se promener sur le bord de la fenêtre, on regardait, puis on était pas mal certain que c'était fini, on sonne en avant, ça répond pas. Puis à un moment donné, moi, je m'en vais en arrière, vers la cour, puis je vois une lumière allumée là en bas. Fait que là, je me dis, oh, il est pas mort. Donc, quand je suis reparti, je serrais mon âme. Je pense pas, moi, que le gars... Il est menaçant. Oui, puis je le vois passer, puis il n'y a pas d'arme. Donc, je le vois passer, je m'en vais, je rentre en bas, je rouvre la porte, il y avait une porte d'aluminium, je descends, puis comme je descends, lui, il rouvre la porte. Mais en passant, il avait pris une arme dans une chambre, un bureau, je sais pas, et il me l'a pointé en plein front. J'ai passé à travers la porte d'aluminium, ça, je peux te dire ça, là, parce que la réaction, ça a été de sortir. Mais j'ai toujours pensé, une fois, pas longtemps après, peut-être 30 jours après, il avait remis ses armes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pensé ça, à la Sûreté du Québec, de remettre les armes, mais à cause qu'il y avait un permis, ils ont remis ses armes. Ils ont donné ses armes. Et là, il y a des enquêteurs qui ont dit, nous autres, on veut pas qu'il y ait ses armes. Fait qu'ils ont fini par avoir un mandat pour aller y enlever ses armes. Puis ça donne que c'est encore nous autres, moi, mon partenaire, qu'on est appelés à aller là. Et quand on est arrivé devant, j'ai dit, hey, il n'y a pas d'armes, ce gars-là. Là. On y a enlevé, nous autres. Il a failli me tirer. Le gars, il a dit, on n'a pas eu le choix d'y remettre. Comment vous n'avez pas eu le choix de le remettre? C'est complètement flyé. Fait que là, je dis non, moi, je ne vais pas là, on va l'appeler. Fait qu'on on est allé l'appeler, on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là. On traversait la rue, j'allais de l'autre bord, puis il y a une madame qui était dehors sur le balcon, et je lui ai demandé, je peux servir votre téléphone? Oui, je l'ai appelé. Là, j'ai dit, sortez, puis sortez avec les mains, qu'on voit que vous n'avez rien dans les mains. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, sortez. On va vous expliquer ça dehors. Fait qu'il est sorti, puis il n'y avait pas d'armes. Puis là, on est allé y enlever ses armes à ce moment-là. OK. Puis il n'a pas résisté? Non, pas du tout. Puis j'y ai demandé, moi, parce qu'il est venu au poste, il y avait des papiers à signer, tout ça. Puis j'y ai demandé, pourquoi il n'avait pas tiré? Puis là, il a dit, je ne le sais pas. Parce que lui, dans sa tête, c'est quelqu'un qui venait de l'attaquer. Tu sais, il était comme... Oui, c'est ça, la perception de un, ouais, c'est ça. Il ne savait pas que c'était nous autres. Fait qu'il était comme ça à la défensive parce qu'il a vu qu'il avait perdu sa compagnie. Puis ça, pour lui, tout le monde y en voulait. Là, là, c'est comme ça. Puis il était un peu voyait du noir. Oui, c'est ça. Fait que finalement, ça s'est bien terminé. Là. Une chance. La preuve, c'est que je suis Ah ouais, puis ça a été la seule expérience qui a mis votre vie en danger? Une couple de fois. Une fois, c'était dans ce qu'on appelle les chicanes de ménage. Là, tu sais. Quand on est arrivé sur le balcon, dans ce temps-là, on était rendu... Parce qu'il y a eu différentes façons de procéder. Là. Ils changeaient les façons de procéder régulièrement, parce que c'était touché un peu, cette histoire-là. Avant, on rentrait dans la maison, on disait au gars, regarde, t'as battu ta femme, on va vous emmener au poste. S'il ne voulait pas, bien là, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on le maîtrise et qu'on l'amène, tu sais. Mais là, on était rendu au stade où tu restes sur le balcon. Puis là, tu disais à madame, est-ce qu'il vous a frappé, tout ça, vous avez peur, tout ça? Bon, OK, parfait. Préparez vos affaires, emmenez le principal, puis là, vous pouvez sortir. Puis avant, là, elle n'avait même pas besoin de porter plainte, genre? Non, c'est ça. Et nous autres, dans le fond, on lui offrait de sortir en sécurité parce qu'on était là. C'est sûr qu'il saute dessus, on va sauter dessus. Là. Mais là, on disait, allez chercher vos affaires, vous pouvez sortir. Fait que là, le gars, il est dans la cuisine, puis lui, il n'est pas de bonne humeur, mais on le voit, puis on lui dit, monsieur, je ne sais pas, votre épouse, laissez l'affaire, elle va prendre ses affaires, elle va sortir, ça va se régler, puis après, vous allez vous calmer, tout ça. Mais là, lui, il part, on ne le voit plus. Il revient avec un 12 dans les mains. Puis là, il nous pointe le dos. Oh boy, oh boy. Fait que là, on a
tassé chaque bord, puis on est revenu tout de suite avec nos armes, puis il a lâché son arme, tu sais. Fait que ça n'a pas été plus loin. Fait que, c'est une couple de fois où ça aurait pu mal tourner, mais j'étais vraiment chanceux de ce côté-là. Il y en a aussi qui font des suicides par policier, tu sais, qu'ils pointent l'arme dans le but que le policier il tire dessus pour le... Ouais, mais c'était pas vraiment son cas. Lui, c'était vraiment... Il était en Non, ça, je parle pas de lui, mais il y en a qui font ouais, ça. Ben, on a eu un, je pense, cette semaine, là. Le gars avec 2 couteaux, là, qui font ses policiers, je pense, à Québec. Puis ils font ses policiers. Fait que, on dirait que c'est ça qu'il veut, là. Finalement, là, tu sais, il part, puis il traverse la rue, puis on beau, il dit, il jette ses couteaux, puis il va. Puis ils ont tiré dessus, tu sais. Ben, Colin, ben c'est ça. Puis, toi, avec les années, tu sais, j'imagine aussi... tu sais, c'est un peu comme les pompiers. En tout cas, quand j'ai reçu un pompier, il m'a dit, tu sais, t'arrêtes jamais d'être pompier. Ça doit être un peu la même affaire, tu sais, t'en reviens jamais d'être policier ou d'avoir été policier, te sens dans toi. Est-ce que quand tu regardes, tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça évoluer, comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que le monde sont plus malades ou sont malades différemment? Ou... Non, ça a toujours été comme ça. C'est juste parce qu'aujourd'hui, avec les moyens, tu sais, les réseaux sociaux, les télévisions, aujourd'hui, on est à l'affût de chaque nouvelle qui se passe de n'importe où sur la planète en l'espace de quelques secondes. Tandis que dans le soit temps... pertinente ou non. C'est ça. Mais dans le temps, c'était différent. C'était pas aussi popularisé que ça. Ou publicisé, plutôt. Alors, à ce moment-là, on pense qu'il y en avait moins dans ce temps-là. Mais des gens malades, des gens schizophrènes, des affaires-là, à ma connaissance, il y en avait autant. Puis on avait des méthodes de procéder avec eux autres, puis on faisait attention. Puis moi, je me rappelle, j'avais mon partner, il faisait des années que je travaillais avec lui. Nous autres, c'est comme 2 frères, là, tu sais. Puis on avait notre méthode de travailler. Quand on rentrait dans une maison, le gars, il est schizophrène, et là, il est en crise, et là, il était là, bon, ben là, oups, la table est là, il y a des couteaux sur la table, tout ça, tu sais jamais quand est-ce qu'il va en sauter un. Fait que dans ce temps-là, bon, on s'approchait, j'osais avec, je prenais les couteaux, je donnais ça à mon partner en arrière tout en jasant, je donnais ça, tu sais, puis là, t'assais son attention pour pas qu'il regarde ça, tu sais. On avait des façons de travailler du mieux qu'on pouvait. Ouais, puis la tension, elle monte pas. Là, oui, c'est ça. Essayer de calmer le gars, mais tout en le calmant, tu dis, il peut exploser aussi. Fait que là, dans ce temps-là, tu essaies d'enlever ce qui peut être dangereux. Puis à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là, il faut que tu le maîtrises. Parce que le gars, il ne viendra pas de lui-même et dire, OK, mettez-moi ma note, n'importe quoi. Tu sais, fait que, lui, il n'est pas tout là. Oui, c'est ça. C'est des méthodes de travail qu'on développait qui étaient différentes d'aujourd'hui. On n'avait pas du poivre de Cayenne qui appelle, là, puis tout ça. On a eu ça, mais à la fin, là, quand j'ai terminé ma carrière, là, on était plus équipés. Là, on avait une ceinture qui était pas mal pleine de toutes sortes de choses. Là. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose. Une ceinture avec ton arme, dans ça, tu sais. T'as-tu une matraque? Oui, on avait des petites garcettes, là, qu'ils appelaient. Là. OK. Ouais, c'est ça. C'était avec une boule de plomb. Là. On avait ça, nous autres. Puis, à un moment donné, ils ont éliminé ça, là, parce que c'était quand même... T'avais ça sur le coco, là, je sais pas si tu sais, mais ça devait faire mal en camp. Moi, j'ai jamais eu à m'en servir. Après ça, ils ont sorti les lampes de poche, les grandes lampes de poche, avec le grand manche, qui nous servait un peu de matraque, si on veut. Là. Ouais. Puis après ça, on a commencé avec l'équipement anti-émeute, avec les grands bâtons, les affaires. Là, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce d'évolution là-dedans. Tu sais. Mais nous autres, c'était très basique. Là. Quand j'ai rentré, moi, là t'avais pas grand-chose. Tu te défendais avec tes mains, puis... là, tu te débrouilles comme ça, plus que d'autres choses. Là. Okay. Ça a évolué. Aujourd'hui, je regarde, ils ont l'air des astronautes, hein, à manger avec toutes sortes d'affaires. C'est quasiment pas croyable, mais écoute, je ne sais pas si c'est mieux ou c'est pas mieux. Je ne sais pas moi qui font me bouger avec ça. Est-ce qu'il y a de quoi dans ce métier-là qui t'a rendu un peu cynique? Non, pas du tout. Du métier de policier, tu sais, parce que... J'ai adoré recommencer un autre 30 ans demain matin. Ah ouais? Là, des fois, je fais des jokes, je dis à ma femme, écoute, il manque de personnel dans la police, puis ça a l'air qu'il serait prêt à prendre des retraités. Des fois, elle me passe par le main. Je ne retournerai pas, mais je mets dans 100 heures, je recommencerai demain matin. Là. Ouais, quelqu'un va te crier à l'aide, tu ne l'entendras même pas. C'est ça. OK. Puis, mais il n'y a pas de quoi qui t'a rendu, pas nécessairement peut-être cynique, mais tu sais, qui doit te démotiver ou de quoi de même, tu sais, de voir de la misère ou de voir... C'est pour ça que tu rentres dans la police, dans le fond, là.
Justement, je parlais de ça à ma femme cette semaine, parce que un de mes... Enfin, c'est de la famille, dans la famille, qui était policier, là, puis que là, il a décidé de prendre une année sabbatique pour s'en aller agent d'immeuble. Moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux lâcher un job comme ça. Moi, j'ai toujours dit que la vie, c'est un grand film, puis dans la police, tu es assis sur le banc en avant. Moi, à un moment donné, c'est sûr que des fois, tu vas aller dans des appels où tu aimerais mieux être ailleurs. On parle d'un enfant se fait frapper, se fait tuer de ça. On comprend ça, là. Ou une Et ça, c'est tuerie des dans une école. C'est ça. Ça, c'est des bouts que tu préfères oublier. Mais il y a aussi des moments où tu dis, ben là, j'ai été gâté de la vie. À un moment donné, ils m'ont envoyé, j'avais pas mal de dates, je pense, dans 20 quelques années de date. Ils m'ont envoyé dans le centre-ville pour le mariage de Céline Dion. Fait que moi, quand je suis arrivé là, je me suis dit, moi-même, ils vont me mettre ça à la rue. Mais c'était tous des jeunes qui étaient là, parce que c'était des gars qui n'avaient pas beaucoup de dates. Fait que quand l'officier... Qu'est-ce que tu dis quand c'est des dates? C'est quoi ça veut dire, ça, avoir des dates? La date, ça veut dire, un que ça fait 5 ans qu'il est dans la police, l'autre, tu sais, la seniorité qu'on appelait. D'expérience. L'expérience, c'est ça. Okay. Donc, le jeune qui a 2 ans de police, il va se ramasser souvent dans des manifestations, des choses comme ça, alors que le gars qui a 25 ans, ils vont avoir plus un respect, ils vont dire, ben là, regarde, toi, tu peux rester sur le char aujourd'hui, les autres s'en vont là-bas. Ça fait que, tu sais, mais cette journée-là, le gars m'a demandé, tu veux-tu aller dans l'Ouest? Il dit, le mariage Céline Dion. Ah, oui, aller. Fait que c'était pas grand-chose à faire là que de contrôler un peu le monde là, pour pas qu'il passe par-dessus les clôtures, tout ça. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, l'officier m'a dit « T'as combien de dates? » Je pense que j'avais 22 ou 23 ans de date. Il dit « Si tu fais ici. » Fait que là, j'ai dit « Oh, c'est pas grave. » Il me l'a demandé, il me l'a offert. Puis je vais y aller voir ça. Fait qu'il m'a dit « Bon, ben garde, va t'installer sur le balcon de l'église. Là. Puis c'est toi qui vas rester là. C'est toi qui vas s'occuper du balcon de l'église. » Fait que... J'ai rencontré tous les invités. Et là, je regardais le monde au bord des clôtures. Surtout le monde qui était en arrière de la première rangée. Le monde se montait sur leurs pieds. Puis il y en a qui mettaient leurs enfants sur leurs épaules pour essayer de voir Céline Dion, puis les invités, puis tout ça. Moi, j'étais là, puis je leur donnais la main quand ils rentraient. C'est des moments où tu te dis, ben là, je suis gâté. Ben ouais. Puis d'autres moments où c'est ça. Mais ça fait partie de la job. C'est pour ça que tu rentres dans la police, finalement. Ben ouais, c'est cool, c'est ça. Tu peux pas rentrer juste pour les bonnes choses. C'est pour aider le monde quand ça va mal. Tu sais, c'était-tu le mariage jusqu'à l'arrivée en chameau? C'était-tu celle-là? Non. Cette fois-là, elle était arrivée avec sa grosse affaire sur la tête, Okay. là, puis qui devait apparemment pesait une tonne, là, puis ça a l'air qu'elle trouvait ça long pas mal. Il y a un de mes amis qui était, par hasard, un de mes amis nommé Fortin, qui était à l'intérieur de l'église, lui. Mais étant civil, il avait été engagé par René Angelil pour faire la sécurité privée, là, au titre privé, mais il était policier quand même, mais dans sa journée de congé. Fait que c'est lui qui a monté l'équipe. Ouais. Mais à un moment donné, il a sorti, puis il me voit, « Hey, tu fais ici? » Ben là, je me disais pas mal avec lui, puis il me dit à moi, il dit, rentre en dedans. Fait que là, on rentre en dedans, puis là, on regardait un peu comment ça se passait avec des chanteurs gospel, puis ces affaires-là. C'était beau. Puis, à un moment donné, il me dit, écoute, quand ça va finir, il dit, ils s'en vont pour la réception. Ça te tente-tu de venir? Il dit, pas de problème, va te changer, viens me rejoindre là-bas. Mais moi, dans ce temps, j'étais tellement occupé avec mes inventions, puis ma compagnie, puis tout ça, que. Fait que là, je dis, j'ai pas le temps, es-tu malade? J'ai pas le temps de là, tu sais. Mais tout le monde, depuis ce temps-là, me dit, t'as pas été, t'es-tu malade? T'as pas été. Regarde, je regrette quasiment, tu sais, là. J'ai des patentes à construire, OK? Ouais, c'est ça. Ça fait des beaux moments, des bons souvenirs. Ça, c'est cool. Puis, si ça te dérange pas d'aller là, tu sais, quand tu parles des moments plus tristes, maintenant que tu as vu, il y en a-tu tu peux compter, que ça ressemble à quoi? Dans des moments qui sont un peu plus tristes ou qui t'ont marqué. Je te dirais, une petite fille, à un moment donné, qui s'était fait partir les 2 mains dans une machine, tu sais, une machine pour couper le métal, là. OK. Et elle s'est mis les 2 mains au bout. Elle voulait se suicider, finalement. Elle s'est mis les 2 mains au bout, elle s'est fait couper les 2 mains. Quand on est arrivé là, le sang pissait, tu sais. Donc, là, il fallait que tu ramènes les mains à part, on met ça dans la glace, on amène ça pour qu'elle puisse y recoudre. Bon, apparemment, ils ont recousu. Je peux pas aller. Ah ouais, ils ont réussi à y remettre les mains.
Ah oui, c'est ça. Mais quand une personne se fait couper un doigt ou un membre, n'importe quoi, mais là, il faut l'emmener le plus vite possible. Puis souvent, ils sont capables de le recoller, de le replacer. Tu sais, ça dépend si c'est déchiqueté ou quoi que ce soit. Ouais, Là. c'est ça. Mais tu te fais couper, des fois, assez raide, une scie ou je sais pas trop quoi, là, Ouais. les doigts. Là. Ben là, tu ramasses ça, tu mets ça dans la glace, tu emmènes ça à l'hôpital, puis là, ils peuvent le replacer. Hey, ça doit marquer, voir une scène de même avec du sang tout partout. Tu t'en souviens, de là à dire, ça m'a marqué. Moi, mon partner, ce qu'on faisait, c'est que quand il arrivait des moments où, bon, c'était du sang en masse, là, puis tout ça, là, c'était plutôt de tout de suite, regarde, on s'en va manger un spaghetti. Tu comprends, je veux dire, c'était comme, on passe à d'autres choses, et puis sans ça, tu restes marqué de dors pas, là. Tu sais, ça fait que... Tu restes trop là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui fait que t'étais faite pour être dans la police ou t'étais pas faite pour être dans la police. Mais il reste que ça nous marque probablement, mais peut-être qu'on s'en rend. Il y en a qui s'en rendent plus compte, d'autres moins. Mais disons, moi, je fais pas de cauchemar ou quelque chose comme ça. Tu sais, je pense pas d'avoir de choc post-traumatique ou des choses comme ça, de choses qui sont arrivées. Mais j'ai eu une belle carrière. Tu sais, je veux dire, si je m'étais fait tirer dessus, n'importe quoi, peut-être que ça serait une autre histoire. Mais ça m'est pas arrivé. Tu sais. Tiens. C'est ça, tu sais, en plus, dans les années 70, ça a été la commission d'enquête sur... La SECO. Ouais, c'est ça, c'est la mafia Ouais, et tout ça. C'est un petit peu avant que je rentre, tu sais. Ouais, c'est ça. Un petit peu avant que je rentre, c'est ça. Fait que ça l'a un peu attendri, ouais, c'est ça. descendu la tension qui se Ouais, passe. exactement. Donc, ça a donné un bon coup pendant un bon bout de temps. Ça l'a calmé bien du monde. Mais après ça, j'imagine que c'est revenu avec la mafia puis ça, eux autres. C'est pas ça qu'ils arrêtent. Là. Non, mais ils font peut-être plus ça. Ils se font tasser momentanément, mais après ça, ils reviennent d'une façon plus forte quasiment. Là, Okay, ça fait que... J'imagine un peu plus discrète aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Les autres veulent pas être ben devant les caméras. Non, c'est ça, exactement. Mais une petite histoire à te conter là-dessus. Ah, ben vas-y. J'ai à un moment donné, durant... un petit peu après la séco de mémoire, là, je passe, je m'en allais chez un de mes oncles. C'est la rue des Marteaux. Lui, il habitait un petit peu plus loin, c'est la rue Marseille. Puis là, je descends à la rue des Marteaux, puis toutes les maisons sont à vendre. Je n'étais pas vieux dans ce temps-là, puis je n'avais pas de maison. Je n'avais jamais pensé m'acheter une maison, puis je n'avais pas l'argent pour l'acheter non plus. Mais toutes les maisons sont à vendre sur la rue. Fait que là, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, il y a un gros bonhomme, un Italien, qui est en train de planter une pancarte. La dernière maison au bout. Fait que là, moi, j'étais curieux. J'ai commencé à les maisons sont à vendre. Fait que là, j'ai descendu. J'étais allé le voir. Il dit, comment ça fait les maisons de sa vente? Il dit, ça, c'est les maisons qui appartiennent à William O'Brien. William O'Brien, c'est un gars qui avait passé en fait, il était supposé de passer à l'enquête sur le crime organisé, la SECO, mais il s'était poussé aux États-Unis. Là, il avait donné le mandat à Lepage, je pense que ça s'appelait Lepage. Royal Lepage. Oui, c'est ça, des agents d'immeubles. Ouais. Il a donné le mandat de vendre toutes ces maisons qu'il y avait à Montréal. Puis il y en avait dans la rue au complet, c'était à lui. Fait que moi, le gars, il me demande, il dit, tu veux-tu avoir une maison? Pas avoir une maison, là. C'était juste parce que je suis curieux. Ben oui, mais regarde, tu vas voir ça, c'est pas cher. On fait des bons prix, tout. Ben, c'est combien ça vaut, ça? Il dit, gars, il demande 45 000. Il dit, tu peux avoir ça, c'est pas cher. 45 000 c'est un duplex. En quelle année, ça? Ça c'était... En 74. Ouais, c'est ça. 74. Fait que là, je dis, 45 000, attends un petit peu, là. Moi, je connais pas ça. Fait que là, j'appelle mon père. Je m'envoie une boîte téléphonique pas loin. J'appelle mon père. Je dis, hey, un duplex, ça vaut-tu, c'est combien ça vaut, ça? Ben, il dit, c'est où? Je lui explique. Il dit, 45 000 qu'il demande. Il dit, je pense, c'est pas si cher, c'est pas cher, je pense. Il dit, écoute, t'as-y 40 000. Fait que moi, je vais là, j'offre 40 000, mais tu sais, je connais rien, là. J'ai jamais passé de m'acheter une maison de ma vie, moi, là. Fait que là, il me dit 40 000, ouf, non, il dit, on pourra pas. Fait qu'il dit, garde, fais-moi un offre à 42 500, puis tu viens d'avoir la maison. Fait que là, je rappelle mon père, j'ai dit 42 500. Il dit, oui, d'après moi, tu fais un bon deal, là. Il dit, achète-la. Fait que j'ai acheté ça, mais j'ai pas une scène, moi. Fait que là, je le rappelle après, je dis, hey, j'ai acheté la maison, j'ai signé les papiers et tout. Fait que là, j'ai dit, mais il y a une affaire, ça a l'air qu'il faut que je paye un cash là-dessus. Il dit, t'as pas d'argent? Je dis, non. Ben, il dit, viens me voir, on va aller à la caisse. Quand je suis arrivé à la caisse, le gérant me passe 5 000, personnel. Puis là, j'ai pu acheter la maison. Mais là, ma première épouse, dans le temps, elle n'est pas au courant qu'elle vient d'avoir une maison.
OK, toi, t'as acheté une maison sur le slide, ouais. Hey, chérie, j'ai une Ouais, belle journée. quand elle est passant, arrivée, j'ai dit, j'ai acheté une maison. Quoi? Comment ça, t'as acheté ça? Fait que là, finalement, on s'est allé visiter le soir, puis je l'avais pas vu en dedans. Oh, my T'avais God, même pas vu la maison? Non, pas vu en dedans. Parce qu'il m'a demandé, lui, laquelle tu veux? Ben, prends celle-là, là. Il était en train de mettre la c'était pancarte là. 42 500, la seule que tu veux. C'est ça. Ça fait que finalement, on arrive là le soir de visiter. Je te dis que t'as pas beau là-dedans. On a eu d'ouvrages à faire. C'est là que j'ai appris à me débrouiller avec un marteau. Puis, tu sais, fait que, ben, un an après, elle la vendait à 69 000. Fait que, donc, c'était un bon deal. C'était un bon deal. Caroline. Hey, 69 000. Ouais, dans ce temps-là, c'était vraiment pas cher. Là. Sacrement. Puis là, aujourd'hui, ça vaut là, des 400-500. Ça vaut plus que ça. Ouais. Cette même maison-là, là, aujourd'hui, d'après moi, c'est pas en bas de 600-700 000 là, à Montréal. T'sais. Je regrette quasiment de ne pas l'avoir gardé. Non, ouais, hein? Ça m'a beaucoup marqué quand tu as commencé à en parler. Tu as dit que tu étais très. La façon dont tu disais ça, c'est que le métier de policier était valorisé. Tu voyais ça, puis tu étais intrigué. Puis est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, justement, l'image de la police, elle a un peu été ternie? Bien, selon moi, c'est tout un rapport avec les médias sociaux, ces affaires-là, tu sais, puis, je sais pas, la mentalité des gens, c'est comme, dans mon temps, c'était plus le monde, la police, c'était pour aider. Aujourd'hui, c'est comme, le contraire, tu sais, là, c'est bizarre, pareil. Je sais pas comment je serais aujourd'hui si j'étais encore policier, comment est-ce que je verrais ça, là. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que la majorité, mon garçon, il y a plusieurs amis qui sont policiers, puis ils sont tous bien heureux dans leur job, puis tout ça. Fait que je me dis probablement que je n'aurais pas changé ma façon de procéder, puis ça n'aurait pas causé de problème. Mais ça a bien changé. C'est que la mentalité a changé des gens envers la police, c'est sûr. Ben, il n'y a pas de manifestation comme il y a aujourd'hui de brutalité policière, 56 affaires, tu sais. Moi, dans toute ma vie, les policiers ont tout le temps été bien chiés avec moi, sauf un. Un qui était. Ben, je veux pas dire âgé, mais il était plus vieux, là. Tu sais, il avait des cheveux gris. Puis il a été tellement fin, là, parce que, dans le fond, mon permis il était expiré. Okay. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, il tôt le char, puis là, ça coûte quasiment 1000$, là. Ouais. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Puis je dis, je m'en viens à un entretien de job. Ah, s'il te plaît, fais-moi pas ça. Il dit, parque-toi, va à ton entretien, puis là, cours à pied, puis t'iras chercher à la sac, va payer ton permis, puis là, t'iras pogner ton char. Hey, merci, Jésus! J'ai pas que je change allé à mon entretien. Lui, il a contrebalancé pour les autres. Ah, Seigneur, Colin, oui, là. Maintenant, j'ai tous les autres, sauf les plus vieux. Les plus expérimentés, là. C'est bon, quand tu te couches la joie, tu penses juste à lui, il pense pas aux autres. C'est ça, exact. Fait que là, j'aimerais ça qu'on arrive avec le côté plus inventeur, tu sais, parce que c'est arrivé pendant que tu étais policier. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? Tu vas peut-être trouver ça drôle, là, mais je suis devenu inventeur à cause d'un repas chinois. Ah ouais? Façon de parler, là. Disons que je vais tirer ça un petit peu loin, là, mais à un moment donné, mon partner, il me dit, écoute, j'ai le goût de manger du chinois ce soir. On travaillait de nuit. On est parti, on est allé à un restaurant chinois, on a commandé notre chinois. Lui, il est arrivé avec, je pense qu'il y avait un petit plat à peu près gros de même. Moi, j'arrive avec un sac. Ça fait que on commence à manger notre chinois. J'avais tout mangé mon chinois, puis lui a mangé son petit plat. Puis là, j'étais bourré, ben raide, tu sais. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Quasiment de la misère à respirer, quasiment, tu sais. J'avais trop mangé, là, tu sais. Je ne m'étais pas. Fait que là, j'ai dit, moi, ils vont demain matin, là. Regarde-moi bien, je recommence à m'entraîner. Je recommence à faire mon jogging. Je commence, là, parce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai dit, toi, tu manges un petit plat, puis moi, je mange un gros de même, puis tout ça. Fait que, et c'est comme ça que le lendemain, je décide de commencer à m'entraîner, faire mon jogging, puis tout. Je commence à m'entraîner. Puis, j'ai dit, mon but, ça va être de faire un 20 km. Je pense qu'il y avait un 20 km, je pense, en fait comme 3-4 mois après, la police de Montréal organisait ça, la Fraternité des policiers. Un genre de demi-marathon. C'est ça, exactement. Fait que c'est un demi-marathon qu'ils organisait. Fait que moi, j'ai dit, tiens, je vais m'enligner là-dessus. Ça va peut-être être tough, là, 20 km, mais je vais m'enligner là-dessus. Et puis, finalement, j'ai réussi à le faire. OK? Donc, après ça, mon frère, qui était avec moi, il m'a dit, ça te tente-tu? On s'enligne pour le marathon de Montréal.
Fait que là, on était au mois d'avril. Fait que là, il dit, tu malade, marathon, 42 km, je suis jamais capable de faire ça. Fait que là, il dit, bon, si on s'entraîne, on va être capable de le faire. Fait que là, on a commencé à m'entraîner pour le marathon. Et là, évidemment, j'ai commencé à m'informer aussi, comment est-ce qu'on fait pour boire quand tu cours comme ça. Fait que là, j'ai appelé, mais un gars qui s'appelait Joe Maléjac, qui était au journal, pas au journal, mais au Marathon de Montréal. C'est lui qui s'occupait un peu de tout ça, là. Fait que lui, il me dit, vous pouvez vous faire suivre par votre épouse. Si des fois, elle a fait du vélo, ben, tu suis en vélo, tu te donnes de l'eau, tout ça. Ou tu amènes une bouteille de hockey, là, des bouteilles qui vendent pas trop. OK, parfait. Il dit, il y en a d'autres qui vont cacher des bouteilles. Ils vont faire le parcours, ils vont cacher 2 bouteilles à différents endroits. Puis quand ils passent, ils ramassent la bouteille. Je dis, pardon, c'est donc bien compliqué, ça. Fait que moi, je me suis dit, bon, je vais prendre l'option de la bouteille que je transporte dans mes mains. Mais transporter une bouteille dans tes mains, qui est assez grosse, une bouteille de hockey, qui est, à un moment donné, c'est fatigant. Tu passes d'une main, tu passes à l'autre. Fait que je me suis dit à moi-même, moi, ce que je vais faire, je vais prendre 2 bouteilles à la place. Fait que j'ai pris 2 bouteilles que mon épouse elle servait là, pour se mettre ça dans les cheveux, je sais pas quoi, mais t'es vide. Je les ai nettoyées comme il faut. Puis j'ai pris 2 bouteilles qui étaient un petit peu moins grandes, mais qu'on pouvait aussi squeezer dessus. Fait que c'est comme ça. J'ai commencé à courir avec ça, buvais mon eau, ça allait bien. Mais quand tu fais de la longue distance, tu mets de la vaseline, ça, des fois, des mains graisseuses un peu, puis la bouteille, elle glissait des fois. Fait que là, je me suis dit, on va mettre des élastiques. Fait que j'ai pris des élastiques, il m'a pris 2 bouteilles, fait que là, les bouteilles ne pouvaient pas tomber, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu passer un gars qui s'en vient sur la rue Sherbrooke, il s'en vient, puis le gars a joué de loin, lui aussi, il a des affaires dans les mains, mais c'est rouge. Quand il a passé à côté de moi, j'ai vu que c'était des haltères. Des petits haltères en métal avec une poignée par-dessus pour pas qu'ils échappent. Et là, c'était comme... Il faudrait que j'aille des bouteilles en forme d'haltère qui rentreraient, que je pourrais rentrer dans la main. Tout ça. C'est comme ça que l'idée de faire ma première invention est venue. Et là, tranquillement, moi, je savais pas comment ça se faisait, des bouteilles. Moi, je pensais que tu vas dans une compagnie qui font des bouteilles, tu te commandes 2 bouteilles comme ça, puis ils vont te faire ça, puis c'est pas un problème, mais ça a l'air que ça marchera pas de même. Ça prend des moules, il y a du plastique, du moulage. Là, je pars vraiment à zéro, parce que je connaissais rien là-dedans. Et puis, j'ai été chanceux. La compagnie où je suis allé était à la ville d'Anjou. Je suis arrêté là, puis j'ai dit au gars, regarde, moi, j'aurais besoin de 2 bouteilles, puis j'y explique un peu. Fait qu'il me dit à moi, il dit, bonne idée, ça. Il dit, moi, je suis un jogger aussi, je fais le marathon de Montréal. Fait que ça a bien à donner. Je tombe sur un gars qui est le fils du propriétaire de la compagnie. Il fabrique des bouteilles, puis en plus, il aime le marathon. Tu sais, il fait le marathon, puis il s'entraîne avec. Puis il trouve que c'est une bonne idée. Fait qu'il est devenu mon associé, tu sais. Ça. Puis on est allé chercher un autre associé qui, lui, fabriquait les moules. Fait que lui, il a dit, OK, moi, j'embarque, je fabrique la moule, toi, tu fabriques la bouteille, puis Dan, il va y aller vendre. Fait que c'est comme ça que a commencé ma première invention. C'est comme ça que je suis devenu inventeur. Et puis après ça, ben, quand tu commences dans ce domaine-là, quand tu commences, tu as une première invention. Normalement, tu n'en as pas fini déjà une deuxième dans la tête. Je ne sais pas si c'est comme tu développes une espèce de système qui fait en sorte que là, tu essaies de trouver des solutions. Tout fois, tu vois un sens de l'observation. C'est ça. Puis c'est toujours comme ça, parce que souvent, les inventeurs, quand ils m'appellent, je leur dis, je te gâche, tu n'as pas fini celle-là, tu en as une autre dans la tête. Là. Puis la personne, elle me dit toujours, comment ça, tu savais ça? Mais c'est parce que c'est normal. Ça fait partie du pattern des inventeurs. Alors, c'est comme ça que j'étais une deuxième, une troisième, quatrième invention. Puis comme ça depuis ce temps-là. Okay. J'ai lu aussi que le désir de partir Inventorium, c'était parce que tu t'avais fait voler une idée ou... en fait... ou t'as payé trop cher, je pense, c'est ça, une affaire comme 20 000 $. Ou... En fait, l'idée de partir Inventorium, je l'avais dans la tête depuis, je dirais, les années à peu près 91, je te dirais 92 à peu près. Je faisais affaire dans le temps avec Invention Québec, qui existe encore aujourd'hui. Je faisais affaire avec Invention Québec, et c'est un organisme à but non lucratif. Alors, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec 2 inventions en 89. En 89, c'est mon année la plus productive là, dans le domaine des inventions. J'ai fait 5 inventions cette année-là. C'est cette année-là que j'ai fait le bras d'éloignement pour les autobus scolaires, là, pour pas que les enfants se fassent frapper en avant. Ben oui, ça, c'est super.
Right? Puis en plus, tu sais, t'as dit que vu que, tu sais, c'est pas toi qui as inventé le moteur puis tout ça, puis il n'y avait pas d'argent vraiment à faire avec ça, t'as juste donné l'invention. Ouais, c'est ça. J'aurais pu aller vers un brevet puis essayer d'aller chercher un brevet. Mais mon but à ce moment-là, c'est de sauver la vie des enfants. Je me suis dit, j'ai pas de temps de commencer à perdre, à essayer d'avoir un brevet, me protéger, pas en parler, développer mon produit, tout ça. Les enfants se font tuer. Donc, 22 enfants morts dans 5 ans, c'est pas le temps de commencer, je pense pas, à cacher ça. Fait que moi, j'ai dit, oh, y'a pas de brevet. Parce que j'avais été invité dans une émission de télévision avec une madame Simard dans le temps, je me souviens pas de son prénom, une madame Simard qui avait une émission de télévision, je pense, à Radio-Canada, je pense. Puis elle m'a dit, c'est quoi votre nouvelle invention que vous êtes après à faire, là? C'était comme... parce que normalement, tu n'en parles pas de ton invention que tu es après à faire, tu ne veux pas en parler à personne. Tu as peur de te faire voler ton C'est idée, ça. ouais. Mais là, c'était comme une décision, wow. J'ai une occasion en or de dire, regardez ce que je suis en train de faire, je veux sauver la vie des enfants, je veux faire un bras en avant pour empêcher les enfants de se faire frapper. Donc, c'était spontané. Puis après, j'ai jamais regretté. Pour moi, là, c'était... Mais j'ai mis beaucoup de temps là-dessus, si je compare ça avec d'autres inventions, là, mes autres inventions. Celle-là, c'est celle qui m'a pris le plus de temps parce que c'était d'imposer ça, essayer d'imposer ça. Envers et contre tous. Dans ce temps-là, il y avait un coroner qui s'appelait Bouliane, qui est décédé aujourd'hui, Marc-André Bouliane, qui, lui, était ouvert à mon invention au début, mais qui s'est fermé par après. Et là, il était un peu contre moi, dans le fond. Juste pour te donner une idée, là, moi, j'ai inventé ça quand j'ai vu dans le journal qu'une petite fille de 7 ans qui s'était fait frapper par son autobus. OK? Ben ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que le chauffeur d'autobus, il voit pas en avant de lui. Et voilà, il voit c'est pas ça. 4 mètres en avant. Fait que de là, un bras, tu sais, parce que c'est pas le stop qui ouvre, là, c'est vraiment le bras en avant qui Et fait ça. que l'enfant, faut qu'il passe par-dessus. Puis là, lui, il n'a pas voit, le choix. vu qu'il est... C'est ça. C'est C'est ça. ça. Ben, j'arrive des États-Unis, pas longtemps, j'étais allé en Floride. Aux États-Unis, là, ben, en tout cas, partout où j'ai passé, les autobus ont tout mon bras en avant. Toute la gang. De A à Z, tous les États qu'on a traversés, là, des autobus, là. Puis d'après moi, c'est obligatoire aux États-Unis. C'est obligatoire ici, en Ontario, dans l'Ouest canadien, mais au Québec, non. Crée-moi pas, au Québec, c'est pas obligatoire. Puis il y a quelques années, il y a 2 ans, à peu près, une petite fille à Shawinigan, je pense qu'elle a passé à 2 pouces. La petite fille, elle passe devant l'autobus, là. Puis l'autobus part. Puis là, elle court en avant de l'autobus pour pas se faire frapper. C'était incroyable, j'en avais des frissons. Fait que je me suis dit, hey, quelqu'un va se réveiller quelque part, là. Mais non. C'est pas encore, je pense à Trois-Rivières, c'est arrivé. Puis c'est pas encore ici au Québec obligatoire. Puis ça l'est partout ailleurs. C'est absolument incroyable pareil. Ça fait que c'est ça, ça fait partie de la vie. Mais avant que je te coupe, ça, tu disais que ça avait pris bien du temps à cause qu'il y en avait un qui était contre. Oui, c'est ça. Puis Marc-André Bouliane, au début, il était avec moi parce qu'on avait eu une émission de radio ensemble. Parce que, quoi là, pas, il y a 2 enfants à Elmer qui sont morts dans la même semaine. Un le mardi, puis un jeudi. Et moi, le mardi, l'animateur de radio, j'ai oublié le nom, Dextra, je pense, quelque chose comme ça, qui m'avait appelé le mardi, puis il m'avait dit, moi, je veux absolument parler de votre invention. Le bras d'éloignement pour les autobus. Fait que moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Fait que je vous rappelle jeudi. Ben, moi, j'avais travaillé de nuit, je travaillais de nuit, donc le matin, quand je suis arrivé chez nous, je me suis couché, évidemment, mais j'avais mis mon cadran pour me réveiller, puis t'as supposé m'appeler à 10 heures de mémoire. Ou à 11 heures, et à cause des funérailles, parce que c'était les funérailles du petit gars qui était décédé le mardi. Fait qu'il dit, je vais vous appeler avant les funérailles. J'ai dit, OK, parfait. Mais là, le téléphone a sonné bien avant ça. Ça fait que moi, je sais pas que c'est lui, là. Fait que moi, j'ai pas le goût de me lever pour aller répondre. Donc, mais dans ce temps-là, on avait un répondeur téléphonique. On entend la personne qui disait le message. Ouais. Fait que là, il dit, c'est Monsieur Dextras, quelque chose comme ça. Puis il dit, Monsieur Paquette, rappelez-moi, c'est urgent. Faut que vous me rappeliez le plus tôt possible, c'est urgent. Fait que là, j'ai dit, oh, il y aurait quelque chose, ça doit être soit cancellé ou il y a quelque chose. Fait que moi, j'ai pris, je l'ai appelé. Il pleurait, le gars, au téléphone. Il dit, vous ne croirez jamais ce que je vais vous dire là. Une petite fille qui vient de se faire frapper, elle est morte dans le même village, Elmer. Et c'est là vraiment que ça a commencé. Il a dit, on va faire une émission spéciale. Puis il dit, c'est aussitôt que je vais avoir le nom du coroner qui va s'occuper de la cause, je vais vous appeler, puis on va faire une émission spéciale. Puis c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec Bouliane.
Et là, on a parlé, on a eu notre émission de radio, puis là, on a décidé qu'on partait en guerre pour obliger le gouvernement à imposer le bras d'éloignement. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'était à ce moment-là, OK, ça va aller vite, là, le gouvernement, là, il va bouger, parce que le gouvernement, souvent, ils attendent qu'il arrive une catastrophe, là, puis après, ça bouge, tu sais. Ouais, puis là, parce que ça parle d'un média, puis là, c'est quoi? C'est exactement ça. Sauf que... perdre la face, fait que... Sauf que Boulian a changé en chemin. Puis là, il a commencé à être contre le bras. Lui, il disait, moi, je veux des autobus à nez plat en avant. Je veux pas avoir un bras en avant des autobus, je veux avoir un autobus à nez plat. Donc, on élimine les autobus à nez long, puis on met des autobus à nez plat. Et là, le problème, c'est que même les chauffeurs d'autobus à nez plat disaient, même avec le nez plat, on les voit pas passer, les petits-enfants en avant. Non, ils sont trop petits. C'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les autobus à nez plat, ils ont le bras en avant. Et là, c'est devenu un peu, quasiment une guerre entre moi et Boulian. Fait que là, moi, il fallait que je travaille fort en sacrifice. Le coroner, il recommande pas mon bras. Puis moi, j'essaye d'en faire la publicité pour que, finalement, le gouvernement embarque là-dedans. Puis toi, c'est le pire, c'est que tu n'as rien à gagner sauf la sécurité des enfants. Sauf que sauver la vie des enfants. C'était mon but, puis j'ai jamais arrêté. Ça m'a pris 3 ans, vraiment, à convaincre le gouvernement d'embarquer. Même le père de la petite fille, qui est un ingénieur, le père de la petite fille de l'accident qui est arrivé quand j'ai inventé le bras, le père de la petite fille m'a appelé puis m'a engueulé quasiment au téléphone. Il m'a dit « Mêlez-vous de vos affaires. On n'en veut pas de ce bras-là en avant. » Fait que ça venait de qui, ça? Ça venait du coroner. Ben ouais. J'en revenais pas. C'est son père, ça. Il m'appelle pour m'engueuler. J'en revenais pas. Mais juste une petite anecdote là-dessus, là. Quand j'ai vu l'article dans le journal, la petite fille de 7 ans qui s'était fait frapper, moi, je me disais, il me semble que ça arrivait souvent qu'un enfant se fait frapper par son autobus scolaire. Mais je ne savais pas à ce moment-là qu'il y en avait 22. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de statistiques qui avaient été annoncées ou quoi que ce soit. Ben, je disais à mon partenaire dans ce temps-là, j'ai dit, monte sur Henri Bourassa, il y a une compagnie d'autobus scolaire qui est là. Je vais aller regarder un autobus. Mais moi, ma méthode d'inventer, c'est de me braquer en avant de l'objet que je veux modifier, si on veut, ou que je veux inventer. C'est ça. Donc, je fais face au problème. Et quand je fais face au problème, l'imagination, elle bouge. Puis là, ben, finalement, j'arrive avec une idée. Ça a pris 15 minutes. J'étais en face d'autobus, je regardais. Et quand je suis revenu à l'auto, il y a un lave-auto qui est là, mais c'est pour les camions. Alors, j'arrive à l'auto, j'embarque. Et là, le gars sort, le propriétaire, où il était déjà sorti, il parlait avec mon partenaire. Puis là, il me disait, moi, tu veux-tu acheter un autobus scolaire? Fait que là, je dis, non. J'ai dit, c'est parce que la petite fille s'est fait frapper hier, puis là, j'essaie d'avoir une idée pour voir si on pourrait pas régler le problème. Mais il dit, tant qu'à travailler sur un autobus, travaille sur le bon. Il dit, on est en train de nettoyer l'autobus en avant, la petite fille qui s'est fait frapper. Non. C'était comme, écoute, j'en ai encore des frissons, là. C'était comme, regarde, Dan, c'est toi, il faut qu'il l'invente, ce produit-là. C'est toi, il faut qu'il le fasse. Oh my God! Ouais, c'est spécial, tu sais. Et puis, finalement, c'est ça. Ça a pris à peu près 3 ans, là. C'est Michel Pagé, c'est un ministre, qui vraiment a poussé l'affaire. Lui, j'avais été faire une présentation à Québec. Il y avait autour de la table plein de monde. Il y avait des gens qui avaient des sensors qui allaient en dessous d'autobus, des systèmes de caméras. Il y avait des affaires assez compliquées. Puis moi, j'arrive là, tout ce que j'ai, c'est des dessins. Avec mon bras d'éloignement, dessiné, tout ça. Là. Fait que j'ai fait faire des dessins par un ami qui était très, très bon là-dedans. Fait que là, j'arrivais là avec mes dessins. Et après la réunion, là, Michel Pagé qui était là, qui était ministre de l'Éducation à ce moment-là, puis il y avait Sam Malkus qui était là aussi, le ministre des Transports dans le temps. Mais Michel Pagé, il a dit, moi, de tout ce que j'ai vu ici, là, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ça, c'est simple, c'est efficace, ça coûte pas cher. Mais oui. Ça fait que ça fait le travail, tu sais. Fait que c'est lui qui m'a vraiment... je sais pas si on peut appeler ça pistonné, mais qui m'a aidé là, pour vraiment avancer un peu plus. Puis à un moment donné, j'ai lu dans le journal que le bras d'éloignement allait être installé sur des autobus. Mais c'était pas obligatoire. C'était laissé à la discrétion des propriétaires de flottes d'autobus. Ah ouais. Ben, tu vois, moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là, pour avoir des histoires comme ça, tu sais. Caroline. Merci. Fait que ça, c'est une des premières inventions de ça. C'est ça. C'est ça, t'as jamais voulu avoir d'argent de ça. Tu voulais juste
que ça se fasse. Puis, y en a-tu d'autres inventions? Parce que je sais, c'est ça, tu as parlé le Joggo, là, tu sais, qui est les bouteilles d'eau en haltère. Il y a le bras d'éloignement. Puis, y en a-tu d'autres? La celle qui était qu'on a vendue le plus, c'est une petite gourde en plastique, aussi simple que ça peut se paraître, là, une petite gourde en plastique, pas d'enveloppe, rien, avec des trous pour tenir avec une corde à même la gourde. Ça se faisait pas, ça. Et à un moment donné, j'avais un gars qui faisait des moules, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, es-tu capable de faire ça? Il dit, il dit, écoute, ça serait bien la première fois qu'on réussirait à faire ça. Mais il a réussi à le faire. Il a trouvé une façon de le faire. Fait que ça, on a vendu 3 millions de ces gourdes-là. On vendait ça. Ouais, on a vendu ça partout. On a vendu jusqu'en Australie de ça. Et puis, dans ce temps-là, je m'impliquais plus. Puis mon associé, j'avais un associé, Guy Cloutier, qui s'appelait, qui n'était pas celui qui est très connu, là, mais un autre, pas le même nom. Un homonyme. C'est ça. C'est bon de le mentionner. Oui, ben, c'est la raison pour laquelle je le mentionne. Oui. Et puis lui, justement, c'était le gars qui se promenait un peu, pas mal, puis il allait voir tout ça de monde. Puis finalement, ça a marché beaucoup. On a vendu beaucoup au gouvernement. Le gouvernement canadien, il faisait des expositions un peu partout, là, avec des gens d'affaires qui allaient exposer dans différents salons. Puis on avait une belle feuille d'érable là-dessus. Puis c'était donné aux gens qui passaient. Tu sais, on a vendu beaucoup, mais c'était tout le marché on appelle ça promotionnel. OK. Fait que j'ai fait quand même pas mal d'inventions qui touchaient plus le marché promotionnel. C'est un marché qui est assez facile à joindre, puis les commandes, des fois, sont assez élevées. Les profits sont moins élevés, mais les commandes sont très élevées, ce qui fait en sorte que c'est payant. Tu sais. Ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine, oui, définitivement. Et puis après, ben là, j'ai un sport à vélo que j'ai sorti. Après ça, les feux, des clignotants pour les feux de circulation en cas de panne électrique. Des choses de même, là, tu sais, une invention. Puis, une n'entendait pas l'autre. Moi, tu sais, je connais rien là-dedans, mais l'idée que je me fais de ça, c'est ceux qui inventent des affaires, ils en inventent une, puis ils deviennent multimillionnaires, là, tu sais. Ouais. Ça ressemble à quoi, tu sais? C'est-tu ça ou c'est carrément pas ça pantoute? En fait, là, c'est que la plupart des inventeurs autonomes, indépendants comme moi, ils n'ont pas l'intention, d'eux autres, de commercialiser l'invention. Ils ont l'intention de vendre ça à une compagnie, puis la compagnie va payer des redevances. Et tu ne viendras jamais millionnaire à recevoir des redevances. C'est à moins d'une affaire vraiment qui sort de l'ordinaire et qui est vendue partout dans le monde. Tu ne vas pas devenir millionnaire. Ça va être un beau revenu d'appoint. C'est toujours le fun de recevoir ton chèque à la fin du mois, mais tu ne viendras pas millionnaire avec ça. Ceux qu'on entend parler, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec leur invention, c'est qu'ils l'ont commercialisé eux autres mêmes. À un moment donné, c'est plus seulement leur invention. Souvent, ils sont rendus avec 2, 3, 4 produits. On prend juste Bombardier. Bombardier a commencé avec un autoneige, motoneige, puis après ça, là, il est rendu aujourd'hui, c'est des avions, des affaires comme ça, tu sais. Donc, c'est pas nécessairement la personne avec seulement une invention. C'est que c'est son entreprise, à un moment donné, qui a pris de l'ampleur. Donc, là, à ce moment-là, on comprend que l'invention va lui rapporter plus que s'il cède ça, les droits à une compagnie, puis qu'il paye des redevances, tu sais. C'est que, dans le fond, c'est que c'est... t'en as moins à faire. Ben, t'en as pas à faire, justement, vu que tu le vends. Tu reçois tes redevances, puis après, tu passes à une autre invention. Moi, à un moment donné, j'ai ouvert une boutique d'invention à Montréal, sur la rue Masson. Parce que les inventeurs m'appelaient. Une boutique d'invention? Oui, j'ai eu ça pendant plusieurs années. Ça ressemble à quoi, ça? Une dizaine d'années. C'est comme une boutique avec plein de choses à vendre, genre? Toutes des inventions québécoises. Ça s'appelait Le Monde des inventions québécoises, justement. Ah ouais? Oh oui, c'était quoi, une maçon de 2e avenue. Ça sonne tellement comme un musée, là. Ben, c'était quasiment ça, parce que j'étais pas surpris. Des fois, j'étais dans mon bureau, puis je voyais passer un autobus. Je me disais, oh boy. Là, je voyais l'autobus arrêter. C'était du monde, des fois, ça venait de ton coin, Gatineau. Ouais. On s'en vient à une émission de télévision. Tu sais, dans ce temps-là, le monde, il y avait des estrades dans les émissions de télévision, Boubou, des affaires comme ça. Là. Puis il disait, avant, on voulait avoir la boutique d'invention. Là, j'ai pas de place pour faire rentrer tout le monde, moi, là. Fait que là, je l'envoyais prendre un café au restaurant, et puis j'en faisais rentrer une partie, parce que c'était tout petit, c'était pas grand, tu sais. Et puis, c'était pas rentable. C'était C'était rentable dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, t'es tellement fou que là, il a fallu que je loue ailleurs à un moment donné. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait la foire des inventions québécoises, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, où je louais une place beaucoup plus grande, comme une ancienne distribution consommateur, par exemple. Pour une certaine période. Oui, pour une période, la période des fêtes, dans le temps des fêtes.
Puis, non, c'est une histoire, on pourrait en parler pendant bien longtemps encore, là. J'ai même ouvert, à un moment donné, une boutique. Enfin, c'était plus un kiosque dans un Canadian Tire à Saint-Hyacinthe. Et c'était beaucoup de travail. Puis c'était dans le temps de ma première aussi foire des inventions. Tout ça, c'était dans le même temps. Ça a été rentable. L'année d'après, ils m'en ont demandé 26 kiosques. Ah, Mais moi, je suis pas vraiment un homme d'affaires. Ça a l'air drôle à dire, parce que je suis dans les affaires depuis toujours quasiment, mais je suis pas vraiment un homme d'affaires. Je suis pas ça dans le sang, là. Moi, c'est plus, si j'ai un bon partner, lui va s'occuper des affaires. Moi, je vais m'occuper plutôt de la partie créatrice. Le marketing, ces affaires-là, d'en parler, faire connaître. Mais alors, quand Canadian Tire m'est revenu avec 26, j'ai dit, c'est impossible. Impossible. Je ne suis pas capable de faire ça. Je n'ai pas les moyens de me lancer là-dedans, puis tout ça. Et finalement, ça a mis fin au projet. C'est de valeur parce que c'était super beau à Saint-Hyacinthe. Ceux qui écoutent et qui vont s'en souvenir, là, c'était vraiment une belle place. On rentrait dans le kiosque avec une planète qui était découpée. On voyait la découpeur du Québec, puis on passait par là pour rentrer dans le kiosque. C'était toute beauté. Fait que c'était mis en valeur que c'est québécois. Oui, c'est ça. C'était toutes des inventions québécoises. Moi, j'aurais trippé. Ouais. Moi, l'encourager québécois. Oui, mais il y avait du monde. Ça venait de partout. Dans le temps des fêtes, c'était fou, là. Puis moi, j'étais invité tout le temps par Benoît Johnson, qui était à la télévision à ce moment-là. Il y avait Guy Mongrain, Salut, bonjour. Marie-France Bazzo à Radio-Canada. Elle m'appelait le Père Noël des inventeurs. Donc, à chaque année, je m'invitais pour aller parler des nouvelles inventions qui venaient de sortir. Puis une année... Puis au lieu de ça, elle a invité le Père Noël qui volait des hold-up. C'est ça. Mais c'était juste un petit peu plus tard. C'est ça. À un moment donné... Guy Mongrain m'invite. Daniel, je veux t'avoir cette année à mon émission, amène tes inventions, tout ça. Fait que là, je m'en vais là. Mais il y avait un gars qui avait dit dans le temps que les patins à roue alignées venaient de sortir. Il faisait pas tellement longtemps. Okay. Ça faisait peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 3, 4 ans que ça avait sorti, les patins à roue alignées. Puis le monde avait de la misère à freiner, tu sais. Puis lui, le gars, c'est un gars de la Beauce. Puis lui, il avait inventé un système pour freiner en pesant sur la roue d'en arrière. Puis c'était génial, son affaire. Fait que moi, quand je suis arrivé à Salut, bonjour, avec Guy Mongrain, j'ai dit, Guy, cette année, j'ai quelque chose à te montrer, pas mal spécial. Fait que là, j'ai sorti les patins et j'ai montré ça. C'était fou. Quand je suis revenu à la foire, qui était au Hall d'Anjou cette année-là, le monde, là, c'était en ligne au comptoir. Le soir, le gars me dit, je suis obligé de retourner en Beauce pour aller chercher des patins. J'en ai plus. J'ai tout vendu, c'est tout parti. C'était fou complètement. Ouais. Non, ça bougeait dans le temps. Une fois, je suis dans ma boutique, puis Benoît Johnson, dans l'heure du midi, à son émission, puis il me dit, Daniel, moi, je vais t'appeler, puis on va faire ça en direct. OK, parfait. Normalement, c'était tout enregistré, mais salut, bonjour, puis Benoît Johnson est en direct. Fait que là, j'ai OK, fait que je m'installe une table, le caméraman est là, tout, puis là, bon, OK, on part. Puis moi, j'ai une télévision en haut où je vois Benoît Johnson qui me parle. Fait que là, regarde Benoît, puis là, je commence à lui montrer des inventions. Là, il arrête pour une pause commanditaire, une pause publicitaire, et durant la pause, ça commence à rentrer. La boutique, c'est gros comme ma main. C'est tout petit. Fait que là, commence à rentrer le monde. Puis le monde, vous avez vu la télévision? Et là, ben oui, mais je suis encore là. Tu sais, fait que... Et là, ça rentre. Aïe, aïe. Là, il repart encore, lui, là. Fait qu'on repart encore, puis là, je monte. Ben oui, c'est ça. Ça parle là-dedans, puis là, je demande au monde, tu sais, le caméraman, puis le régisseur, je sais pas comment. Madame, s'il vous plaît. Fait que là, le monde est là, puis attendre, puis là, je commence à parler. Quand ça a fini, là, c'est fou. Le monde dehors de la boutique, ça arrivait de partout. Ça va pas de bon sens, là, tu sais. Fait que la boutique, c'est gros comme ma main, là, tu sais, là. Ça fait que ça, écoute, des souvenirs absolument incroyables. Puis, il y a l'année passée, ou il y a 2 ans, je pense que je parlais avec Benoît Johnson. Puis, je dis à Benoît, te souviens-tu, Benoît, quand tu m'as interviewé à la télévision? Oui, je m'en rappelle. J'ai dit, écoute, j'oublierai jamais ça. C'était, le monde qui venait de partout, qui arrivait. Puis, l'émission est à peine finie, là.
Ouais. Puis encore, il y a déjà du monde là, qui sont rentrés, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'invention québécoise? Ça marche-tu encore ou... Ça marche encore. On a... moi, j'ai fondé Inventarium parce qu'en 92, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'organisme que je faisais affaire dans le temps. Je ne veux pas nommer parce qu'elle existe encore aujourd'hui. C'est un organisme à but non lucratif où j'avais eu des problèmes avec mes inventions. Il fallait que j'aille à la cour, puis j'ai demandé de m'aider. Vous m'avez dit, mais pour m'aider, un jour, il m'arrive quelque chose. Il m'arrive quelque chose. Non, ben là, regarde, ça va coûter de l'argent, tout ça. Fait que ça, je me suis décidé, j'ai pris la décision à ce moment-là, en 92, c'est terminé pour moi les organismes à but non lucratif dans le domaine des inventions. Je touche plus à ça. Mes inventions, je pouvais faire avec des gens, des imputables, des gens responsables, tout ça. Et là, à un moment donné, les agences de brevets, c'est pas fait pour les inventeurs indépendants. Les coûts sont énormes, ça n'a pas de bon sens. Les gens sont pas capables de se rendre au bout avec les coûts qui sont tellement élevés. Tu m'avais dit qu'il y en avait une, ça, tu avais payé genre comme 20 000 ou 21 000. Ouais, c'est ça. 21 000 qui m'a coûté mes premiers brevets. Mais il a fallu que je travaille 3 emplois pour ça. Là, je travaillais sur la construction. Je travaillais aussi au Skadium à un moment donné, dans le temps que les gens faisaient du patin à roulettes. J'étais gardien le soir jusqu'à 3 heures du matin. Alors, je travaillais à juste payer mes brevets. Donc, ça n'avait pas d'allure, tu sais. Parce que tu as mis dans la tête, un jour, je vais créer un système qui va faire en sorte qu'on va pouvoir déposer les brevets pour beaucoup moins cher. Puis c'est ça, Inventarium. En 2018, j'ai commencé à travailler sur le projet. Quand j'ai pris ma retraite en 2001... en 98, tu veux dire? En 98, j'ai commencé à travailler sur le projet parce que ça demandait du pensage, parce que on est dans un domaine de la propriété intellectuelle, c'est très touché, c'est très réglementé, tu sais, donc tu t'embarques pas là-dedans. Moi, je viens de nulle part, là, sauf que je m'ai toujours été un gars qui s'est tenu au courant des développements au niveau des nouvelles lois, puis des brevets, puis ces choses-là. La mécanique des brevets, si on veut. Pas rédiger un brevet, je suis pas capable de rédiger un brevet, mais la mécanique des brevets, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, je peux tout te donner la mécanique parce que je le fais depuis quand même 22 ans. Mais en 98, j'ai commencé à monter le projet. Il fallait monter aussi la documentation, les formulaires, ces choses-là. Donc, j'ai fait ça. Puis en 2020, je ne pouvais pas faire ça en parallèle de mon travail. J'avais encore ma boutique. J'organisais aussi des salons. J'avais organisé un salon à côté du stade olympique d'invention québécoise. Je touchais à beaucoup de choses en même temps. Donc, c'était impossible pour moi de faire ça le temps que je travaillais comme policier. Donc, j'ai dit, je vais attendre à ma retraite. Fait que le 10 mai, j'ai pris ma retraite en 2001. Puis le 11 mai au matin, on était chez le notaire pour signer les papiers d'inventarium. Ah ouais, tout était décidé. Ça a été très vite avec mon épouse. On a embarqué. Mon épouse, elle était dans le domaine des finances. Elle a débarqué de ça. Puis là, on a parti ça ensemble. Un beau projet à deux. À zéro. Puis ça a été assez extraordinaire comme ascension, là. C'est sûr que j'avais un background aussi, parce que j'avais déjà plein de monde que j'étais le président. J'avais fondé l'Association des inventeurs du Québec en 1991. Donc, pendant 10 ans, j'organisais des soupers spaghettis à tous les mois avec une équipe de bénévoles. En parallèle de ta job de policier, ça? Oui, toujours. Okay. J'avais ma boutique, j'avais l'association où je m'occupais, et puis j'avais mes inventions, évidemment, puis j'avais mon métier de policier là, que j'opérais en même temps. Donc, j'opérais. Oui. Il a même manqué le mariage de Céline Dion pour ça. Là. Non, c'est ça. Mais sais-tu, Jer, la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie, c'est que mon fils, mon gars, il m'a dit un jour, devant tout le monde, il a dit, moi, je peux vous dire quelque chose. Mon père, c'est un bonhomme qui a été extrêmement occupé. Mais j'ai jamais manqué de mon père. Il a toujours été là quand j'ai eu besoin. Il a toujours été là pour toutes les activités que j'avais à faire. Puis, c'est ça. Ça, c'est ma plus belle réussite, d'avoir pu quand même m'occuper de mon gars. Pas au détriment de ta famille. Exactement. Mon gars a toujours passé avant, il jouait au baseball. J'étais toujours là. Des fois, je prenais des journées de congé dans la police pour aller voir une game de baseball dans les finales, ces affaires-là. Donc, mon gars n'a jamais manqué de moi, puis il l'a dit. Ça m'a vraiment fait... ça m'a touché, parce que dans le fond, tu dis comment... Parce que le monde me demande... D'ailleurs, si tu regardes mon livre, j'ai sorti en 2013, La Squad des inventions, tu regardes en arrière, c'est marqué une triple vie à 72 heures par jour. C'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours à gauche, pas à droite, puis tout ça. Mais en tout cas. Mais j'aimais ça, je ne regrette rien. Fait que là, l'étape est arrivée en 2001, là, tu pars
Inventarium. Inventarium. Ouais. Puis ça a été quoi les prochaines étapes de ça? Ouais. Fait que là, le monde, dans le fond, il venait de t'approcher pour... Déposer les brevets, parce que se protéger leur invention, puis tout ça. Ouais. Donc, là, c'était un concept qui était unique, qui est unique encore, à ma connaissance, c'est pas personne qui fait la même affaire. Et puis là, c'était de prendre la personne à zéro, puis de l'emmener le plus loin possible, donc jusque sur une tablette de magasin. D'ailleurs, dans mon livre, en 2013, j'ai une 50aine d'histoires que je raconte d'inventeurs là, qui ont réussi finalement à amener un produit sur une tablette de magasin. Donc, pour moi, c'est ça la réussite. Hein? Mm-hmm. C'est de voir se concrétiser ce que tu as rêvé au début. Et à partir du moment que c'est rendu sur une tablette de magasin, tu peux dire « j'ai réussi ». Tant mieux si ça se vend et que tu fais bien de l'argent. Mais au niveau de l'inventeur, pour moi, le gars il a réussi ou la madame a réussi quand son produit est rendu sur la tablette. Le reste, c'est de la publicité, c'est de la mise en marché, tout ça. Tant mieux si ça réussit. Mais la réussite, c'est pas celle-là. Pour moi, la réussite, c'est que tu as réussi à emmener ton produit sur une tablette. Ça, c'est extraordinaire. J'imagine que tu dois trier quand tu reçois des demandes de même, parce que, tu sais, il y en a qui te disent avoir des offres un peu absurdes d'un fois. Là, hey, moi, j'ai inventé telle affaire. Puis... dans le domaine, t'as l'illuminé, je le dis toujours. Ça part de l'illuminé au génie. Hein? C'est ça. T'as des gens qui sont, tu les appelles Einstein. Là, j'en ai un, Gérard Labranche, un ami qui a travaillé sur quelques-unes de mes inventions, puis j'ai toujours appelé Einstein number 2. Il y en a d'autres, c'est des... Tu sais, il y a quelque chose de très remarquable dans ce domaine-là. C'est qu'une personne qui a une bonne idée, il va toujours avoir des bonnes idées. C'est bizarre à dire, là. Tu ne verras jamais arriver qui t'appelle puis qui te dit une idée qui n'a pas de crime de bon sens. T'sais. C'est toujours, on dirait qu'il y a un certain niveau que la personne va inventer. Une personne qui t'appelle puis qui a toujours des idées qui n'ont pas d'allure, elle t'appelle puis elle a toujours des idées qui n'ont pas d'allure. Donc, j'aime ça, j'ai remarqué dans ce domaine-là, tu sais. Mais comme je disais, c'est de l'illuminer. Mais moi, je respecte tout le monde, parce que même l'illuminé veut faire quelque chose, veut développer quelque chose, donc il faut respecter ça, la personne, peu importe. Moi, j'ai un père qui était venu avec son fils à ma boutique, puis le petit gars, il est handicapé mentalement, puis il y a un bloc, qui a fabriqué un bloc à son école, ou la place où il va, là, l'institut, je ne sais pas où. Et là, il a développé une espèce de bloc, il met les morceaux ensemble, un peu... je pense qu'il existe à un moment donné un bloc où tu mets les affaires, mais lui, c'était vraiment rudimentaire, là, c'était un prototype, si tu veux. Mais là, son père est venu me voir, puis il m'a dit est-ce qu'on peut breveter ça? Moi, je dis je crois pas, là, je penserais pas. Mais je crois bien que son enfant est handicapé mental, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je crois pas, je pense pas que ça vaudrait la peine de mettre de l'argent là-dedans, parce que je me dis à moi-même, je veux dire, qui va vouloir acheter ça? Mm-hmm. Parce qu'il dit, où il va, à son institut, s'ils se battent pour l'avoir. Donc, je me suis dit, incroyable, pareil. Il y a un marché parmi, probablement, des gens qui sont handicapés mentalement. Ils veulent l'avoir, puis ils chicanent pour avoir son bloc. C'est pour ça que le père, il a dit, on va peut-être mettre un brevet là-dessus, puis on va en vendre. Tu comprends, je veux dire? J'imagine que tu n'aurais pas acheté ça, moi non plus, mais dans ce domaine-là, avec ces gens-là, ça aurait peut-être marché. J'aurais vu la publicité de ça. Tu vas envoyer le bloc, tu le lances parmi plein d'handicapés, puis ils se battent pour l'avoir. Ça aurait été une sacrée de bonne publicité. Hein? Parce que c'était un peu ça qui se passait pour le vrai. Mais c'est juste pour te dire, il y a différents niveaux. Là. Ah ouais, puis tu sais, quand tu parles de l'illuminer au génie, puis des fois aussi le génie, tu sais, c'est le savant fou. Tu sais, il a de l'air d'un fou, mais c'est ça donne que... Regarde. Mais non, effectivement, il y a le savant fou, mais le savant fou... des fois, il n'est pas si fou que ça. Quand tu te mets à regarder son idée, des fois, tu trouves ça... Écoute, c'est pas d'allure. Mais 10 ans après, t'aperçois ça. Puis tu dis, aïe. Moi, je vais te conter un fait. À un moment donné, j'ai me lève un matin et j'ai une idée de fou dans la tête. Là, j'avais vraiment une idée de fou. Je dis à mon gars, Eric, viens me voir. Je vais te conter ça. J'ai rêvé à quelque chose de nuit, il était écœurant. J'ai dit... 2 ballons, un à l'intérieur d'un autre. Un gros ballon, tu as un harnais, tu es attaché dedans, puis là, tu te pitches en bas de la montagne.
Ah, ben, tabarouette, mon gars, il dit, Dan, je vais te dire quelque chose. Il m'en a conté des histoires, des inventions depuis que je suis au monde. Mais ça, c'est la plus stupide que j'ai jamais entendue. Fait que là, ça reste de même. Je vais me reparler. Je n'ai jamais été plus loin non plus, parce que comment tu fais pour mettre 2 ballons, un dans l'autre, ça, tu sais? Putain, comment tu C'est prends ça. ça quand il tombait? Ben, c'est une idée de fou, là, tu sais. Ouais. Je prends une affaire comme 3 ans après. Il m'appelle. Dan, il faut que je te voie. Ça presse. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te voie. Absolument, il faut que je te montre quelque chose. OK. Il arrive avec un Sport Illustrated. La première page du Sport Illustrated, c'est exactement ce que j'ai rêvé. 2 ballons, le gars est en dedans. Aujourd'hui, on en voit, il appelle ça Zorb. Z-O-R-B. Incroyable, hein? Et ça existe aujourd'hui. Ils sont dedans, puis ils se pitchent en bas? Oui, c'est ça. Tu pitches en bas de la montagne, puis puis tu roules là-dedans. Tu roules là-dedans, puis là, à cette heure, ils mettent de l'eau là-dedans. Tu sais, tu vois ça dans les glissades d'eau, là. Ils vont mettre de l'eau là-dedans. Fait que les gens sont en costume de bain là-dedans, là, puis ils se font arroser là-dedans. Puis, non, c'est... Écoute, tu vas sur Internet, tu regardes zorb.com. Je sais pas si ça existe encore, Zorb, là, mais ça a été inventé par 2 gars en Australie. Mais c'est exactement comment ça. Comment t'as réagi à ça? T'as fait c'est plus mon gars. Mon gars, lui, il capotait bien raide. Puis il compte ça souvent à du monde. Moi, je me rappelle, mon père m'a parlé d'un ballon. J'avais dit que c'était le gars le plus stupide. Il y a pas... Ah ouais, God. Hey, ça doit être drôle. Ouais, c'est bon. God. C'est pas la première idée de fou que j'ai eue, mais il y en a d'autres. On n'en parlera pas. Ah ouais, OK. C'est quoi l'idée, justement, la plus bizarre que tu as reçue? Tu sais, que quelqu'un, il voulait... OK. Je vais t'en compter un autre. Il y a un gars qui se présente chez nous, parce que je faisais la consultation chez nous, dans la cuisine, dans les premiers temps. Je te parle de ça dans les années 87-88, puis peut-être que le gars va écouter, mais tu vas se reconnaître. Le gars, il me dit, il est avec ses enfants puis sa femme. Mais les enfants, ça parle fort. Puis moi, je dis au gars, regarde, je ne suis pas capable de te faire une consultation avec les enfants qui parlent comme ça. Là. Je ne suis pas capable de me concentrer. Puis tout ça. Fait que j'ai dit, écoute, il y a un parc juste à côté. Fait que j'ai dit, si tu veux, ton épouse, elle pourrait partir, puis aller au parc avec les enfants. Puis quand ça va être fini, ben là, tu pourras aller les rejoindre, puis nous en irait. Fait que, il me dit, OK, parfait. Puis il demande à sa femme part avec les enfants. Là, je suis tout seul avec lui. Fait que là, j'ai dit, bon, OK. C'est quoi ton invention? C'est quoi ton idée? Je vais vous montrer ça. Il sort un sac à vidange, comme il est coupé, là, tu sais, pas de bras, là. Ouais. Puis il se met ça sur le corps. Puis là, le sac à vidange sur le corps. Fait que là, moi, je le regarde faire. Je sais pas c'est quoi. C'est imperméable, pas d'allure, il n'y a pas de bras, tu sais. Il s'est réveillé d'abord. Puis il monte dans son dos. Puis il a fait, à la main, il a dessiné un crest des Hells Angels, tu sais. Fait que là, il monte ça. Là, je comprends encore moins, là. Fait que là, j'ai dit, je comprends pas. Il ne comprenait pas. Il dit, vous prenez l'autobus, vous descendez de l'autobus avec ça sur le dos, qui va vous attaquer? Ma réponse, elle s'est pas faite attendre longtemps. J'ai dit les Rock Machines. Tu sais, lui, dans le fond, son idée, c'était que avec ça sur le dos, tu fais partie d'un club de motards, tu vas pas jamais te faire attaquer en sortant de l'autobus. Fait que ça en est un assez spécial. Mais la joke là-dedans, c'est qu'à un moment donné, il y avait un gars à radio à CKAC, je pense, CKAC, mais je suis pas sûr. Le gars s'appelle André Pelletier, puis il fait des émissions de radio. Fait que André Pelletier m'invite à une émission la nuit. Donc, on commence à 11h ou à minuit, ça va jusqu'à 2h du matin, puis je réponds aux questions du monde qui appelle. Okay. Fait que là, il y a des lignes, puis tout ça. Comme Ron Fournier. C'est ça. Ça fait que là, il paye sur un pitard. Oui, monsieur. Il dit, moi, là, il dit, je voudrais parler à M. Paquette. Il dit, moi, M. Paquette, là, je suis le gars que, quand je suis allé chez vous, vous m'avez dit que mon invention, ça n'avait aucun bon sens. Fait que là, j'ai dit, OK. J'ai dit, je vous reconnais, parce que c'est la seule fois dans ma vie que j'ai dit ça à quelqu'un, mais je regrette énormément de vous avoir dit ça. Tu sais, parce que dans le fond, le gars, lui, dans sa tête, c'est ça, tu sais. C'est que j'avais dit que c'était une invention, c'était farfelu, ça n'avait aucun bon sens, tu sais. Mais fait que j'ai dit, je m'excuse, je ne dirai plus jamais ça, je peux vous le garantir.
Mais tu sais, il m'a fait pogner à la radio. Ah, Les auditeurs qui écoutent ça, tu sais. Là, c'était quoi son invention? C'était-tu vraiment n'importe quoi? Ou... Ah, ouais, ça n'avait pas d'allure, là. Un sac à vidange avec la crest Ok, DS dans le dos. c'était lui? Ben oui, c'est ça. Ok. T'as le même. Ah oui, c'est ça. Parce que il me dit, je m'avais dit que mon invention était farfelue. J'ai jamais dit ça à personne sauf lui. Je sais c'est qui en crime, là, tu sais. C'est bon. Puis c'est ça, là, je vois que le temps, il avance, fait que... Oui. Puis c'est ça, fait que... Comment que l'histoire avec Christian Varin a Ok. commencé, tu sais, parce que c'est ça, Ok. lui, dans le fond, c'est qu'il... Ben, tu veux-tu expliquer, justement, un résumé de qu'est-ce qu'il faisait au monde? OK. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que c'est une histoire qui est longue, là. Mais je vais essayer de la C'est ça, parce que réduire. tu as justement écrit ce livre-là. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. C'est quoi C'est encore le titre? Ça, le titre, c'est Le tueur de rêve. Ouais, c'est Le ça. tueur de rêve. Parce que Christian Varin, il n'a pas seulement mis fin à des... Il a tué des rêves. Parce que ces gens-là ont perdu leur brevet, ont perdu leur invention, tout ça. Tu sais, donc, L'argent, la motivation. la motivation, tous ces gens-là, c'est 1300 personnes, là. C'est pas à peu près. C'est Donc, ça. moi, l'histoire commence en 2015, où il y a une madame qui m'appelle puis qui me dit, moi, j'ai fait affaire avec la Fédération des inventeurs du Québec. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Puis moi, dans le domaine, Ben, depuis 91. c'est difficile pour moi de ne pas avoir entendu parler d'une organisation qui s'occupe des inventeurs. Donc, elle me dit ça, elle dit, j'ai fait affaire, puis elle dit, là, j'ai payé pour avoir un brevet, puis j'ai jamais eu de nouvelles. Puis elle dit, là, j'essaye de rejoindre, et ça répond jamais. Puis, fait que là, je connais pas ça, je peux pas vous aider, là. Mais j'ai dit, appelez à l'Office de protection du consommateur. Peut-être qu'eux autres ont entendu parler de ça, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça, puis je suis dans le domaine. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que ça a resté comme ça. Je la réfère à l'OPC. Là, tout de suite après, c'est sûr, je m'en vais sur Internet, puis je fais Fédération des inventeurs du Québec. Et là, je tombe sur le site. Et là, je regarde tout un beau site, là, professionnel, puis bien fait, puis tout. Puis là, même un endroit, c'est marqué que c'est plus de 25 inventeurs qui ont participé à la mise en place de ça. Fait que là, moi, je me dis, c'est impossible. Ça se peut-tu que les gens ont fait ça dans mon dos sans me le dire? Parce que je suis au Québec quand même tellement impliqué là-dedans depuis tant d'années. Il y a au moins, s'il y a 25 inventeurs, il y en a un qui m'aurait appelé et il a dit, on est en train de partir une association ou une fédération. Et là, j'ai passé à travers le site dans les moindres détails. Puis il y avait des choses là-dessus que je me disais, ça c'est impossible. Je donne un exemple. Ça vient de commencer, la fédération, 2 mois avant, parce que je suis allé voir dans les archives. 2 mois avant, ça venait de commencer. Puis déjà, il marquait que 5% des retours financiers de la fédération vont dans un fonds d'aide aux inventeurs pour financer leurs brevets. Et déjà, 15 700 $ a été accumulé. Impossible. J'avais beau faire le calcul, c'est impossible. Ça y aurait pris 500 clients. C'est impossible, tu sais. Donc, je me disais, ça, c'est juste pour attirer. C'est juste pour attirer. Non, il y a plusieurs affaires là-dedans. Fait que je me suis dit, il y avait des phrases qui étaient tirées de ton livre? Ou, Si. Il y avait des phrases tirées de ton livre? Oui, effectivement. Il y avait un texte qui venait de mon livre. De toute façon, là, c'était clair pour moi quand j'ai lu au complet le site Internet que ce site-là avait été monté à partir de mon livre que j'avais publié 1 an avant. C'était clair pour moi, parce qu'il y a plein de choses, même Pavillon des inventeurs, c'était le nom que je donnais à mon centre où on faisait les expositions, au salon d'habitation. On avait un kiosque avec une trentaine d'inventeurs chaque année depuis 10 ans. Ça s'appelait le Pavillon des inventeurs. Tout ça. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui me faisaient... croire, là, puis douter de sa crédibilité. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était comme un début, là, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, puis j'étais assommé un peu, dans le sens que si vraiment ça existe, si ça avait existé dans le temps, j'aurais jamais parti inventarium. C'est exactement ça. Là. C'est ça que tous les inventeurs ont besoin, tu sais. Donc, ça a commencé comme ça, puis là, les téléphones n'ont jamais arrêté après. Puis à un moment donné, j'avais demandé, il y a un gars qui m'a dit, j'ai fait faire une recherche de brevet, puis j'aimerais ça vous la montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Fait que là, il m'envoie son invention, sa recherche, puis je vois tout de suite, c'est impossible de breveter ça. On a déjà fait une recherche là-dessus il y a plusieurs années, puis on avait trouvé une invention pareille. Donc, c'est impossible. Donc, je vais faire une recherche par mon intervenant, puis j'y envoie en disant, garde, on a trouvé un brevet pareil comme ton invention. Donc, la recherche qui a été faite là n'a pas été faite par un professionnel, là. Donc,
déjà, là, j'avais des doutes. Oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on a une équipe de professionnels, comme ils disent, ils ne peuvent pas arriver avec une recherche faite comme ça. Et là, jusqu'en 2016, au mois d'août 2016, téléphone sonne, une madame qui m'appelle, elle pleure. Elle dit, moi, j'ai fait affaire avec la fédération, puis elle dit, le gars il est venu chez nous, j'avais juste 900 $ dans mon compte de banque, je suis sur l'aide sociale, puis elle dit, il a pris mon 900 $, puis elle dit, là, il est parti, puis elle dit, là, j'ai jamais eu de nouvelles, j'ai pas d'appel, j'ai pas rien. Fait que pour moi, là, c'était comme tough. Là, ça arrête là. À partir de maintenant, je fais une enquête là-dessus. Et puis là, j'ai dit, je vais démontrer que ça, c'est une fraude. Là. Il y a un fraudeur là-dedans, c'est une arnaque. J'en étais convaincu depuis un bon bout de temps. J'avais déjà appelé l'OPC au début de 2016 pour dire, écoutez, c'est une arnaque. Puis tu avais reçu combien d'appels environ avant que tu décides de commencer une enquête puis de te mêler de ça? Oh, 50 ans, je pense même. Minimum 50, ça c'est sûr. Certain. Il y a des jours, j'en avais 2 par jour, 2, 3 par jour. Ah ouais. Ça fait que c'est certainement 50, là, sans vouloir en mettre plus qu'il faut. D'après moi, c'est au moins une cinquantaine. Fait que j'avais tout référé ces gens-là, moi, à l'OPC, parce que pendant un bon bout de temps, je me disais, c'est une organisation qui offre des services médiocres. C'est pas des bons services, puis tout ça. Mais je pensais pas, pendant un bout de temps, que c'était définitivement une arnaque. Mais quand cette madame-là m'a appelé, là, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, là, c'est même plus, il n'a même pas fait le service. Là. Il est parti avec 900$, puis en temps normal, il en chargeait 2500. Il prend 900, puis il ne revient plus. Donc ça, c'est du vol, carrément. Là. Fait que pour moi, c'était à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment croire que c'était une fraude. Et là, j'ai commencé mon enquête. Et plus j'avançais dans mon enquête, il n'y avait plus aucun doute. Là. Ça se aucun doute. C'est ça. Puis là, j'ai commencé à accumuler les gens qui m'appelaient. Là, je prenais le nom. À un moment donné, il y a un gars qui m'a appelé, puis il m'a dit, écoutez, moi, là, je voudrais savoir, y en a-tu d'autres comme moi qui se sont fait avoir? Fait que moi, j'ai dit, oh, c'est barouette, il y en a pas mal. Fait qu'il dit, moi, j'aimerais ça si on pouvait partir un recours collectif. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, moi, ça me dérange pas, je peux t'aider. Et puis, je peux essayer de te trouver un avocat à pourcentage qui serait prêt à embarquer là-dedans, là, un recours collectif, tout ça. Fait qu'il dit, OK, parfait. Et là, j'ai dit, mais avant ça, j'ai dit, toi, tu as fait affaire avec la fédération. Est-ce qu'il sait que tu n'es pas content contre lui? Il dit, non, je ne suis plus capable de le rejoindre. Il dit, ça fait 6 mois que je ne suis pas capable de le rejoindre. Puis il dit, mon brevet à moi, il est dû bientôt, il faut que je dépose mon brevet officiel. C'était au mois de décembre, là, on est au mois de septembre. Fait que j'ai dit, OK, j'ai dit, si tu veux, là, on va le pogner. Donc, tu vas faire la taupe, si on veut. Fait que j'ai dit, pour le rejoindre, j'ai dit, je vais te donner un truc pour le rejoindre. En principe, il devrait te rappeler assez vite. Envoie-lui un courriel, puis dis que tu veux passer au brevet officiel, tu es prêt à payer pour le brevet officiel. Le brevet officiel, ben là, c'est... Il va pogner à l'hameçon. Et c'est ça. Ça n'a pas été long. Il l'a rappelé tout de suite, quasiment. Fait que là, tu veux passer au brevet officiel. Fait que là, il sentait l'argent, 7 000, 8 000 pièces qu'il fallait aller chercher, là, tu sais. Ça fait que, puis il ne déposait pas les brevets officiels. Il prenait l'argent, mais il ne déposait jamais. Ça fait que là, finalement, j'ai dit, je vais te préparer un questionnaire, comme un scénario, si on veut, puis toi, tu vas lui poser des questions. Puis moi, j'ai besoin de ça pour compléter mon rapport d'enquête. Donc, il y a des choses que j'ai pas été capable de trouver la preuve. La seule preuve, c'est lui le dit. On a dit, OK. Et là, on a commencé. 9 appels qu'on a faits. Puis c'est quoi, tu enregistrais les appels? Au début, je ne savais pas que tu allais les enregistrer. Mais lui, il m'a dit, veux-tu, regarde ce que je peux faire? Je peux même les enregistrer, les appels. Et boy, ça, c'était le cadeau de ma vie. Parce que là, j'ai dit, je vais pouvoir les écouter, les analyser, puis sortir les faussetés. Puis juste ça, là, c'était suffisant pour l'accuser de fraude. Tout ce qu'il disait là-dedans, les faussetés là-dedans, ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Fait que là, à partir de là, j'ai terminé mon rapport d'enquête. J'ai remis mon rapport d'enquête au mois de février au SPVM. J'ai remis à un avocat pour le recours collectif, puis je l'ai remis à l'OPC. Fait que moi, je me suis dit, c'est fini, là, ça va arrêter là. Pas en tout. Pendant 5 ans, il a fallu que je me batte. J'ai été jusqu'au premier ministre, Legault. J'ai envoyé le dossier complet en 2018, après les élections. J'ai tenté de le rejoindre je ne sais pas combien de fois avant. Savez-vous pourquoi? C'est pourquoi, Jack, que je voulais le rejoindre. Parce qu'en 2013, j'avais envoyé une copie de mon livre que je venais de publier. Puis il m'a renvoyé une lettre en disant, vous avez parfaitement raison, M. Paquette, il faut supporter, aider, valoriser nos inventeurs québécois. Fait que je me suis dit à moi-même, prendre au mot, là. Puis c'est lui qui est rendu premier ministre.
Puis il y a des centaines d'inventeurs qui se font frauder et personne ne fait rien pour l'arrêter. Ça fait que là, c'est pour ça que j'ai été plus haut, parce que l'OPC, eux autres, c'était une farce monumentale. Je ne sais pas à quoi ça sert, cet organisme-là, Office de protection du consommateur. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être qu'un jour, je vais le savoir. Puis moi, mon livre, je l'ai écrit pour que le gouvernement soit ferme cette place-là, soit change leur nom, qui appelle ça l'Office d'information aux consommateurs. Parce que protection, là, c'est induire les gens en erreur. Ils ne protègent absolument rien. Des fois, j'écoute la facture, là, l'émission de la facture. Puis des fois, tu as le gars qui est là, M. Tanguay, qui vient représenter l'OPC. Et moi, quand je l'entends dire, ben écoutez, à date, on a reçu 350 plaintes. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, pour le moment, on regarde ça, là, on l'a à l'œil. Là. Ouais. Sacrifice, combien t'en as besoin des plaintes pour être capable de bouger? Mm-hmm. C'est épouvantable. Moi, j'ai des... À quoi ça sert, ça fait pas de sens. Tu te fies qu'eux autres vont fermer la porte de ce gars-là. Ben, ils sont allés le voir en 2017. Ça, c'est Christian Varin. Christian Varin, suite au rapport que j'avais fait qui était... je veux dire, tu ne pouvais pas lire ce rapport-là puis penser que c'était pas une fraude. Là. Je veux dire, les preuves, les témoins, les si, j'avais tout là-dedans. Un vrai rapport de police, c'est 40 pages. Ils l'ont envoyé quelqu'un voir Christian Varin. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un permis de vendeur itinérant. Ils l'ont obligé à prendre un permis de vendeur itinérant. Va dans les maisons, mais tu vas être légal d'aller les frauder. Ah ouais. En tout cas, moi, jusqu'en 2018, j'ai envoyé des lettres jusqu'à la présidente de l'Office dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'ai baissé les bras. Là. Il n'y a rien à faire avec cet organisme-là. Fait que là, c'est là que je me suis reviré vers le gouvernement. J'ai envoyé ça à Pierre Fitzgibbon, Lebel, qui était à justice, tout ça. J'ai envoyé des dossiers complets. J'ai jamais été capable d'avoir un accusé de réception. Puis quand tu envoies un paquet avec ton livre dedans, avec une grosse enveloppe, tu en envoies 3, puis tu n'as même pas un accusé de réception, j'ai de la misère à quoi qu'ils l'ont pas reçu. Mm-hmm. Alors, et il n'y a jamais rien qui a été fait au niveau du gouvernement. Mm-hmm. Donc, j'ai tout essayé, j'ai été au maximum. Au niveau de l'enquête policière, c'est plate à dire ça, mais c'est une enquête, c'était pourri, comme ça se peut pas. C'est un des chapitres dans mon livre qui m'a le plus écœuré à écrire, si on veut, parce que c'était absolument incroyable, l'enquête policière. Comment les gens ont eu de la misère à porter plainte. C'est une farce monumentale, puis c'est ça que je décris dans mon livre. Donc, le livre, je l'ai écrit parce que je me dis, ça se peut pas. Là, on parle d'inventeurs québécois, des gens qui, potentiellement, peuvent, en bout de ligne, créer de l'emploi, puis emmener une certaine richesse à leur province. Mm-hmm. Et c'était comme... On continue à opérer. Le SPVM, à force de pousser pousser sur eux autres, mais finalement, ils ont fini par déposer les accusations. Mais il y avait une première enquête qui avait été faite en octobre 2017 qui a disparu, un rapport qui a été fait comme quoi que c'était une fraude, puis ça a disparu. Après ça, il y a eu le deuxième enquête qui a été faite, puis on finit par l'accuser. Mais il y avait aussi, j'avais écouté dans ton entrevue avec Paul Arcan que même que des fois, c'est comme s'il laissait sous-entendre qu'il voulait démotiver les victimes à porter plainte. Ah oui, les gens n'étaient pas capables de porter plainte. Moi, j'ai des courriels. Au début, j'avais organisé une rencontre. Il y avait une centaine de personnes, 92 personnes exactes, dans une salle où j'habite, donc dans un édifice à condo. Et c'est toutes des victimes. Et ces gens-là veulent porter plainte. La plupart, pas toutes, mais la plupart, il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème, aller à la cour, puis ils perdent des journées de travail, tout ça. Mais il y en a plusieurs qui voulaient porter plainte. Donc, les 7 ou les 8 premiers qui avaient porté plainte l'ont fait directement au SPVM, puis c'est des cadets policiers qui rappelaient pour prendre la plainte. Mais après, quand ils ont vu qu'il y avait tant de monde à ma rencontre, la section des fraudes, le lieutenant qui était là, m'a dit non, à partir de maintenant, là, ils vont aller porter plainte ou ils ont fait affaire avec Christian Varin. Mais ça n'a pas de bon sens. Christian Varin, il rencontre des fois à mi-chemin, fait qu'ils vont être obligés d'aller porter plainte à Drummondville, puis le gars reste à Rimouski.
Puis à Drummondville, ils ne voudront pas prendre la plainte. Ils vont dire, c'est Montréal qui s'occupe de ça ou la Sûreté du Québec. C'était l'enfer, c'était le chaos. C'est exactement ça qui est arrivé. Ils voulaient démotiver le monde à porter plainte. Les gens qui vont lire mon livre vont tomber en bas de leur chaise quand ils vont voir jusqu'à quel point c'était presque pas possible de porter plainte. J'ai même des conversations entre des plaignants et un policier là-dedans que je mets en détail toute la conversation suite à l'enregistrement. C'est incroyable. Et malheureusement. Mais en 2020, ils ont fini par l'accuser. Mais là, tout ce temps-là, il s'en passe des victimes. Là, c'est ça, tu pensais qu'il y avait environ, d'après ce que tu avais dans ton enquête, tu pensais qu'il y avait environ 200 à 300 victimes. En 2017. Qui est déjà énorme, là, on s'entend. Puis, en cours, tu t'es rendu compte, il y a peut-être même 3000 personnes. C'est 1300 personnes. 1300, excuse-moi. Ouais, c'est Christian Varin lui-même qui a avoué qu'il y avait 1300 personnes. Puis là, il a lu une lettre d'excuse à toutes les victimes depuis le début, puis là, il pleurait, puis il a pleuré sa vie. Combien en fraude, tu penses? 3,7 millions. C'est beaucoup d'argent, là. C'est 3,7 millions. Et il s'est bâti une super de maison à Shefford qui a coûté 1,3 million, qui est évalué maintenant à 1,9 million. Ça a été saisi. Et là, la vente devrait se faire cette année. Puis l'argent va être redistribué à ceux qui ont gagné à la cour, parce qu'il y en a plusieurs qui sont allés à la cour des petites créances qui ont gagné. Il y en a d'autres il y a 2 poursuites qui montent jusqu'à 3 millions, évidemment. Ils n'auront jamais 3 millions. Mais l'argent va être redistribué à toutes les victimes, puis par le biais du recours collectif aussi, parce que dans le recours collectif, quand même, 500 quelques personnes, je crois, qui sont là-dedans. Donc, au moins, il y en a qui vont en récupérer. Moi, personnellement, quand les gens m'appelaient, je leur donnais des trucs. Donc, OK, fais ça, puis il va te rembourser. Il y a même des journalistes qui sont fait prendre par lui, puis ils ont été remboursés. Donc, je lui donnais le truc, puis là, ben, effectivement, ça marchait. Fait que j'ai fait rembourser 212 000 de mémoire, là, en tout et partout, 212 000. J'ai des enregistrements là-dessus où on l'entend vraiment quand il sent qu'il est pris. Là. Mais là, qu'est-ce qui était vraiment compliqué en plus là-dedans, c'est que tu es un compétiteur, tu sais, parce que tu as t'as inventarium, tu sais. Fait qu'il y en a qui t'accusaient de vouloir faire de la compétition malsaine puis de nuire à... Exact. D'ailleurs, c'est sûr que moi, quand je recevais des courriels de personnes qui Quand ça commence de même, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui m'envoyaient des courriels. Regarde, moi, là, je me suis jamais abattu de ça, puis j'avais pas de raison de leur répondre. Puis je flashais ça, là, un peu des trolls, là, on appelle ça. Ouais. Mais il y en a un, c'est un ex-policier de la Sûreté du Québec, qui, lui, s'était fait pogner avec deux inventions. Et lui, moi, c'est une victime qui m'a dit, écoute, il y a un policier... que j'ai vu sur Internet qui s'est fait prendre avec 2 inventions. Fait qu'il a dit, tu veux-tu l'appeler? Fait que moi, je dis, ben oui, c'est sûr. Mais j'avais pas son numéro de téléphone. Je suis allé sur son Facebook, puis là, j'y ai mis un message. Monsieur, il m'a payé à la traite. Il n'y a rien qui ne m'a pas traité. J'ai reproduit tout exactement sa lettre qu'il m'a envoyée. Puis ta réponse. La réponse, là, je l'ai mis dans le livre pour montrer au monde que, regarde, je n'ai pas été trop gâté par certaines personnes dans cette histoire-là. Mais en même temps, ça me motivait à continuer. Parce que je me disais, si un policier de la Sûreté du Québec pense comme ça, là, imagine le nombre de personnes qui peuvent se faire avoir là-dedans. Là, tu sais, là. Puis ce même policier-là est allé témoigner à la cour pour Christian Varin. Ah oui, en sa faveur? Absolument. Il est allé témoigner pour Christian Varin, en faveur de Christian Varin à la cour. Il ne faut pas être 2 de pique à peu près, là, tu sais. Après avoir tout ce qui s'est passé à la télévision, à la radio, les émissions, la facture, puis tout ça, où il parlait de ça, les journaux, il y a, je pense, à peu près une 15aine de reportages là-dessus, trouve le moyen d'aller témoigner pour Christian Varin. Puis il avait déjà été reconnu coupable d'une fraude avant, dans le passé, je pense aussi. Oui, dans les années... En fait, en 1989, Varin a été poursuivi par un paquet de personnes d'un recours collectif qui a été gagné par les personnes. Il y avait... beaucoup je pense qu'il y avait une trentaine de poursuites à cause des petites créances aussi. En 91, il s'est fait prendre pour fraude par le gouvernement du Canada. Donc, il envoyait des documents qui donnaient l'impression que c'était le gouvernement, puis il récupérait 50 $ à chaque fois. Donc, ça aussi a été déclaré coupable. Fait que, tu sais, il y avait déjà un background là-dedans. Des fraudeurs. Mais aussi incroyable ça peut se paraître, à la cour,
le juge, quand il a rendu son jugement, il a dit, étant donné que ce monsieur-là n'a aucun antécédent judiciaire, moi, les bras m'ont tombé, je suis dans la cour. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a un antécédent. C'est moi qui l'ai fait, qui a envoyé ça au procureur de la Couronne après en disant, ben non, il y en a un, tiens, je l'ai ici avec toute l'histoire, comment ça s'est passé, puis tout. Ouais. Puis ont-tu pu le prendre en considération? Non, parce que le jugement avait été rendu. Mais il a pogné 5 ans de prison. Il est en prison actuellement. Il a pogné 5 ans de prison. Tu sais, ça fait que finalement, il a eu sa leçon. Moi, j'avais demandé dans une lettre au juge de lui donner la même durée de prison que la durée de sa fraude, qui était 5 ans. Il a pogné 5 ans. Fait que je ne sais pas si le juge m'a écouté, s'il a suivi ma recommandation, puis je ne le penserai pas, mais c'est quand même pas une petite affaire, là. Tu sais. Donc, je peux comprendre qu'il l'a mis en dedans. Puis il n'y avait aucun remords. Il essayait de défendre l'impossible à coup, là. Ça fait que... Non, c'était... Mais, il faut que j'amène un point qui est important. Oui, ça a été très difficile pour moi parce que c'était du travail à journée longue. J'ai rien que j'ai pas fait. J'ai même fait des scénarios pour des émissions de télévision là, à un moment donné parce que eux autres étaient trop occupés et ils me disaient bon, on voudrait avoir l'histoire, mais là, je faisais du scénario, puis je leur envoyais ça. Et à un moment donné, ça m'a permis de rencontrer Maître Vincent Langlois. Je veux le mentionner parce que il y a un côté très positif à toute cette histoire-là. Même si, dans le fond, c'est négatif, les victimes, pour moi, c'est très positif. Ouais. J'ai rencontré cet avocat-là et lui, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant à cœur les inventeurs. Et il s'est impliqué là, dans cette histoire-là et il m'a fait voir la lumière au bout du tunnel. Et je dirais que c'est grâce à lui si ça a finalement débloqué. Ouais, ça a abouti à quelque chose. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis fier de dire une chose, c'est que j'ai pris ma retraite et j'ai cédé l'entreprise à Maître Langlois et son équipe. Ah, c'est l'équipe très... Oh oui, puis j'en suis tellement fier parce qu'ils ont tellement à cœur, ils prennent ça tellement à cœur, c'est extraordinaire. On va continuer que c'était commencé. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'Inventarium va survivre. Tu sais, parce que mon inquiétude était toujours, à l'âge où je suis rendu, si jamais demain matin je meurs ou un accident, quoi que ce soit, je ne veux pas que les inventeurs soient mal pris. Là. Donc, il fallait que j'arrive un jour ou l'autre à transférer. Mais la chance, pour moi, c'est une chance absolument inouïe, extraordinaire, d'avoir pu trouver une personne comme lui qui a continué Inventarium. Et ça prend de l'ampleur, là, comme c'est pas possible, parce qu'ils ont rajouté plein de services. Là, c'est vraiment un guichet unique. L'inventeur arrive là avec son idée d'invention, puis il va partir avec le produit qui va être rendu sur le marché. C'est extraordinaire. C'est toujours du positif dans la vie quand on regarde en avant, puis on va jusqu'au bout de ce qu'on croit. Là. Et je pense qu'à un moment donné, il arrive quelque chose de lumière qui s'allume quelque part. Puis, c'est très cool. Puis je pense que ça termine bien le podcast, ça. Je trouve que c'était... Merci beaucoup, Daniel Paquette. C'était vraiment apprécié. Puis c'est ça, tu sais, ton histoire, justement, on peut la voir là-dessus. C'est le tueur de rêve, tu sais. Oui, le tueur de rêve puis la pleure de banane, c'est parce que j'ai dit, c'est impossible qu'une place comme au Québec, qu'on s'occupe pas plus des inventeurs québécois. On s'en va où? On s'en va d'une république de bananes. Parce qu'ici, ça te prend une catastrophe pour que le monde réagisse. Pour que les politiciens réagissent, là. Ça prend absolument une catastrophe. Si t'as pas une catastrophe, les journalistes s'en mêlent pas, là, il n'y a rien qui va se passer. Mais aussitôt que les journalistes se mettent le nez là-dedans, là, oups, là, le lendemain, ça se règle. Oh, ouais, là, on va faire ici, là, on va mettre de l'argent là-dedans, là, on va faire ici, on va faire ça. T'sais. On a la preuve là, avec tous les gens là, qui poignardent l'autre, là, puis les familles, puis tout ça, puis ils foncent dans le monde avec des autobus, puis tout ça. Là, oups, là, la santé mentale, là, on va mettre de l'argent là-dedans. Là, on rajoute un gros montant. Si on continue comme ça, on va s'en aller direct République de bananes. Pour ça, j'ai mis une pleure de bananes pour que les gens là, regardent ça en disant « Wow, ça fait... faut qu'on réfléchisse à ça au Québec. » Puis il faut Puis si on veut se le procurer, c'est où qu'on va? Ils ont juste amené sur mon site Internet. Maintenant, je suis consultant. Je fais de la consultation. Première consultation complètement gratuite pour les gens. Ce que je veux, dans le fond, là, c'est que je veux pas que quelqu'un, parce qu'il y a un montant à payer, s'empêche de m'appeler. Appelez-moi.
vous avez une idée d'invention, vous m'appelez, je vais vous donner des trucs, je vais vous donner quoi faire pour pas vous ramasser avec des dépenses de fou, là, des factures bracadabrantes, ou bien non, vol d'idées, des choses, des arnaques d'affaires-là. Je vais vous donner des trucs, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la propriété intellectuelle, parce que les gens connaissent pas ça, on ne prend pas ça en petite école, là. Fait que ça, c'est gratuit. Puis après, s'ils veulent du mentorat, là, à ce moment-là, il y a un montant. Oui, c'est ça. Là, je fais du mentorat. Les gens, j'y vais à la pièce. Donc, si quelqu'un a besoin, durant son cheminement, de me parler, ben là, à ce moment-là, il prend un rendez-vous. Puis là, on fait ça plus officiellement. Puis là, il y a un coût de 80$ à payer. Ah, that's it. Ouais. C'est ça, c'est sur danielpaquette.ca. C'est www, évidemment, point Daniel Trodunion. Paquette. .com. OK. Bon, ben parfait. Avec ça. Hey, un gros merci encore, Daniel. Un grand plaisir. C'est super apprécié. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.